Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui nous allons revenir dans cette rubrique paranormale, vous l'avez compris en entendant, en écoutant le générique, ou du moins en l'ayant en vue, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter même en mode radio, donc c'est très bien aussi, on fait attention plus à ce sens-là, on écoute parfois mieux une émission en ne regardant pas l'image. Pourtant aujourd'hui on va en avoir des images, des documents, puisque c'est Patrick Berthelot qui nous revient bien pour la troisième fois. Il était déjà effectivement venu nous présenter à deux reprises le fameux thème de la bête du Gévaudan avec son comparse Daniel Jumentier, qui en fait d'ailleurs un coucou. Aujourd'hui il nous revient en solo pour nous parler d'un tout autre phénomène, le phénomène des phares maudits, on va les appeler comme ça. Il y en a partout dans le monde, ça fait des années que je connaissais le sujet, mais c'est encore une fois un sujet qui dans le monde paranormal est pourtant factuel, la presse en a parlé notamment, mais aussi c'est un sujet visiblement un peu tabou, parfois très méconnu, des personnes qui sont passionnées de paranormal et de mystère. Donc aujourd'hui Patrick nous revient avec ce fameux sujet. Comment vas-tu Patrick ? Très bien Alexis, bonjour à toi et puis bonjour à toutes et à tous. On va donc aborder ce sujet si vous voulez bien, si Alexis veut bien, bien sûr, c'est pas très courant. Comment ? Oh que oui, que je veux bien. Oui, c'est parfait. C'est pas très courant, mais c'est bon. Ouais. Certaines personnes s'y intéressent, donc voilà, c'est bon. Ouais. C'est à connaître. C'est à connaître, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de phénomènes différents. Vous allez voir, c'est finalement, comme on le dit souvent, un grand laboratoire, disons, paranormal à ciel ouvert, c'est le cas de le dire, à mer ouverte, je dirais même. Vous allez écouter donc toutes ces histoires que Patrick a réunies, toutes ces affaires justement liées à ces phares, des gardiens qui disparaissent du jour au lendemain. Des voix, vous allez voir, il y a vraiment de tout. Ça va être une émission passionnante. Si vous ne connaissez pas ce sujet, eh bien, vraiment concentrez-vous, asseyez-vous dans un fauteuil, écoutez cette émission avec passion. Et moi, je laisse la parole à mon invité, Patrick. C'est à toi. Oui, alors nous allons donc parler d'un... Oui. Deux phares en particulier. On a choisi deux phares en particulier. Il y en a beaucoup d'autres, mais bon, ceux-ci sont très intéressants. Et puis donc voir ce qui se passe autour de ces deux phares et comment ils ont été construits, comment ils sont arrivés sur les lieux, etc. On va commencer donc par le phare de Great Isaac Cay, parce que qui ton se micro, situe je sais pas ce qui s'est passé. c'était bien avant. Mais non, c'est plus. Cay, c'est en espagnol vient de l'espagnol de Cayo. Ah oui, c'est mieux, voilà. Qui signifie les bancs de sable, quoi. Donc c'est dans la partie des îlots des Caraïbes. Voilà, il faut à ne pas confondre quand même les Cays, les K-E-Y-S qui sont situés plus sur l'arrière un peu et qui sont plus des clés, des voies d'accès, des voies de passage, quoi. Ce n'est pas les bancs de sable, c'est autre chose. Voilà, donc alors la première histoire donc du phare de Great Isaac Cay débute au cours de l'année 1851. Lors de la grande exposition de Londres à Hyde Park. Voilà. Alors, à l'époque, c'était un événement d'une très grande ampleur parce que une exposition de cette taille, c'était pas courant, c'était presque du jamais vu. Donc ça deviendra après par la suite beaucoup plus étendu, beaucoup plus fréquent. Il y en aura aussi à Paris. Enfin, voilà. Ce serait une mode qui va s'emparer petit à petit des différents pays, surtout d'abord européens. Alors, on y découvrait donc toutes sortes de richesses, de création mondiale exposées dans les prestigieuses allées du bâtiment. C'était donc du Crystal Palace, donc qui était une structure de verre et d'acier. C'était une construction en pointe pour l'époque. C'était et uniquement pour élaboré donc uniquement pour cet événement. Donc voilà, là aussi c'était aussi du jamais vu. C'était innovant, c'était dans l'esprit qu'on peut retrouver ensuite avec la Tour Eiffel. Voilà, donc pour l'exposition universelle aussi, mais française cette fois. Et l'exposition, pour dire à quel point elle a été importante, elle a été inaugurée en personne par la reine Victoria, quoi. Bon, après il y a des petits côtés, on va dire
qui peuvent prêter à certaines critiques, puisque bon, c'est aussi une exposition où on a mis en avant ce qu'on peut appeler le zoo humain, hein, une chose pas très sympathique, c'est-à-dire les premières expositions des autochtones des pays ici. Ça pouvait être des Maoris, ça pouvait être bon, des aborigènes d'Australie, tout ça qu'on avait amené pour montrer, pour les montrer un peu comme des animaux, hein, bien que le genre humain appartienne au genre animal, mais bon, exposés un peu comme des bêtes en cage, pour les montrer, voilà. Donc c'est ce qu'on a appelé les zoos humains. Enfin bon, c'est une chose. Mais on va pas s'étendre sur ce point de vue-là parce que c'est pas le sujet. Mais bon, c'est le petit côté un peu sombre de cette belle exposition. Voilà. Bon, sinon, pour le reste, c'est très intéressant, c'est très innovant parce ça va de la technologie, la nouvelle technologie, à tout ce qu'on fait à l'époque en matière de points dans tous les domaines, on veut dire. Donc. Et la plus élevée des constructions donc présentées au sein de cette manifestation britannique n'était autre qu'une tour métallique. Hein, une tour en fonte, hein, précisément, et qui atteignait dans une hauteur de 46 mètres hein, de haut, c'est pas rien pour l'époque, c'est 152 pieds. Hein, voilà. Et deux tours similaires, directement inspirées de la conception de ce modèle hein, de construction donc à base en tôle. Hein, donc tôle et boulon, ça nous rappelle une autre histoire, oui. N'est-ce pas, Alexis? Oui. Tôle et boulon, oui. Les ovnis, voilà. Oui. Mais c'est encore un autre sujet, ça. Hein, non plus. Ouais, plus aérien, on va le dire. Oui. Sur même donc conservé sur place hein, et auprès du Crystal Palace quoi. Mais lorsqu'il fut démonté, parce que le bâtiment était quand même splendide, c'était de l'innovant, donc ils n'ont pas souhaité le démolir. Hein, donc il a été démonté et remonté pièce par pièce au sommet du parc de Sideman Hill en 1852, c'est-à-dire l'année suivante en fait. Hein, l'exposition a duré une année entière. Bah, on faisait pas un tel déploiement d'énergie pour quelques jours, quoi. C'était évident. C'est évident. Donc ce glorieux bâtiment, donc il a subi les outrages du temps, bien sûr après à Sideman Hill. Donc il a en 1966 et en 1936 hein, par deux fois. Les deux tours, il a connu le feu, donc une grande incendie qui l'a détruit en partie, on peut dire. Mais les deux tours ont été conservées, hein, donc qui étaient placées à chaque extrémité du bâtiment. Et puis après, elles ont été détruites, elles étaient jugées dangereuses parce qu'au cœur de la Seconde Guerre mondiale, elles se voyaient de très loin, quoi. On les apercevait de très loin et elles pouvaient servir de point de repère à l'aviation allemande, quoi, la Luftwaffe. Donc ils venaient bombarder précisément la capitale britannique, bombarder Londres. Donc on sait ô combien les Britanniques ont subi les lourds bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut comprendre que les tours ne comptaient pas beaucoup, donc il valait mieux les détruire pour pas aggraver encore la situation, quoi. Mais revenons donc à l'exposition de 1851, hein, une exposition universelle, que les curieux des quatre coins du pays et même de l'étranger hein, venaient découvrir hein, un peu partout dans le monde, quoi. L'exposition a achevé les différentes pièces, donc comme je l'ai dit, hein, dévoilées, donc furent progressivement démontées, recadrées, transportées ailleurs, etc., etc. Mais cette première tour, qui était une des pièces maîtresses de l'événement, hein, c'était de par sa hauteur déjà, de sa confection donc en tôle, hein, donc en fonte plus exactement. Et devait demeurer sur place encore quelques années. Donc les gens l'observent. Et bien, finalement, elle fut achetée, quoi. Cette tour elle plaisait beaucoup. Elle fut achetée par un personnage fortuné hein, et démontée donc sur ses ordres, soigneusement démontée pièce par pièce. Hein, voilà. Donc c'est un peu dans le même optique que les précédents éléments. Et chacune, bien sûr, étant numérotée en prévention d'un remontage, quoi, d'une prochaine reconstruction. Voilà.
le démontage achevé, alors l'ensemble de ce puzzle là, métallique fut convoyé en chariot. Ah oui, c'est pas rien quand même. Il fallait plusieurs chariots, vu la taille de l'édifice, il fallait quand même un certain nombre de chariots. Et jusqu'à la Tamise, quoi. Donc, et de là, il a été embarqué. L'ensemble a été embarqué dans la cale de 3 différents navires. Ça vous donne une petite idée du volume métallique déplacé. Voilà. Et donc, ils ont été remorqués après, donc les bateaux ont quitté la Tamise jusqu'à l'estuaire du fleuve. Donc, les 3 vaisseaux après gagnèrent l'Atlantique en destination des Bahamas, quoi. Comme on peut le voir sur la carte. Ça fait une certaine distance quand même entre le Royaume-Uni et les Bahamas qui étaient terre britannique, disons-le, donc qui appartenaient, voilà, donc ça reste un peu chez eux, mais c'est pas la porte à côté. Il y a bien quelques 6000 kilomètres de mer. Et donc l'orientation, donc le final de ce convoi maritime était l'îlot de Great Isaac Cay, donc j'ai parlé au tout début, donc un banc de sable, un grand banc de sable, bon, quand même bien matérialisé, solide, mais bon, c'est pas non plus une île qui domine, quoi. Ça reste des îlots qui sont un peu situés au ras de l'eau, quoi. Donc voilà, en cas de grande marée, bon, il n'est pas conseillé d'y habiter. Bref. Donc il est donc situé à la lisière ouest des îles Bahamas. Environ 32 km au nord de Bimini, donc, qui est connu, 20 miles, que ça fait, à 120 km au nord de Nassau, et également 88 km, donc 50 miles, à l'est de Fort Lauderdale, en Floride, le célèbre Fort Lauderdale, dont on reparlera à la fin de ce thème. Great Isaac Rock s'étendait approximativement sur 1 km de long, 3/4 de miles. Donc c'est un îlot confortable. Et son estran et ses abords étaient parsemés de récifs coralliens aux extrémités acérées, quoi. C'était bien tranchant quand même. Il y avait des rochers, il y avait quand même beaucoup de sable, mais il y avait encore quelques rochers. Et donc cette année-là, donc nous étions en 1859. Donc vous voyez le chemin parcouru depuis l'exposition du 1851. Et la tour donc présentée à Hyde Park fut entièrement donc reconstruite sur place, quoi, donc sur l'îlot, pour servir de phare sur le rocher, quoi. Voilà. Juste devant l'entrée de Northwest Providence Channel. Donc juste pour éclairer, donc pour la passe, pour guider les navires. Dans une région quand même qui est assez tourmentée, on le sait, quoi. Les ouvriers donc qui étaient eux-mêmes qui étaient les mêmes que ceux qui avaient démonté, donc ils ont suivi le convoi, ils étaient dans les navires, donc les trois vaisseaux, donc se sont mis à la remontée pièce par pièce, la même chose que lors de l'édification, mais dans un chemin oui répété, après l'avoir démonté, dans un chemin nouvelle fois de la reconstruction. Et bon, il fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un grand courage, parce que bon, vous allez le voir, il s'est passé des choses pas très affriolantes sur l'îlot. Voilà. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Un événement insolite de nature surnaturelle a failli faire échouer le remontage de cette tour phare. Voilà. C'est pas rien. Le travail des ouvriers donc fut grandement perturbé par l'apparition régulière, on veut dire, et soudaine, puisque bon, il n'existait pas là depuis longtemps, d'un fantôme. Voilà, un fantôme qui était connu par les habitants de l'île comme celui de la dame en gris, la Lady Grey, la dame grise si vous préférez. Ouais, on a des dames blanches, là c'était une dame grise. Bon, peut-être que voilà, le linge était mal lavé, la lessive n'a pas fait son effet. C'était pas blanc, c'était gris. Donc, trêve de plaisanterie. Quelques années auparavant, un navire anglais pour expliquer la raison de cette apparition là qui est recensée, qui était reconnue, qui n'est pas une légende, attention, qui a un fait même handicapant et qui est dans les livres de bord, qui est noté. Donc ce n'est pas une simple légende. Quelques années auparavant, un navire anglais, donc on voit le carré, s'était échoué sur les rochers, dont j'ai parlé, qui étaient dangereux, qui étaient tranchants. Les rochers saillants dans cette passe qui était aussi dangereuse.
L'ensemble de l'équipage avait péri dans le naufrage. Donc, c'est quand même un drame. Hein. Excepté un tout petit bébé qui avait été rejeté sur le rivage comme par miracle. Voilà, c'était le seul rescapé de tout l'ensemble des passagers du navire, y compris l'équipage. Et que les sauveteurs retrouvèrent seulement au bout de plusieurs jours. Donc, qu'il ait survécu, ça tient déjà presque du miracle. Malgré cela, l'enfant était quand même en bonne santé, quoi. Bon, il fut ramené à Bimini pour être examiné, pour être soigné éventuellement, parce qu'il devait quand même être déshydraté. Puis un peu plus tard, quand ça allait nettement mieux, on l'a reconduit en Angleterre, où il fut adopté par des parents de sa famille, quoi. Donc voilà. Donc bon, il avait perdu quand même. Il avait perdu sa mère et son père, mais bon, son avenir était quand même assuré. Hein. Pour lui, c'était un miraculé, il était sauvé, seul rescapé de ce naufrage. Et depuis cette époque, à chaque mois, juste avant la pleine lune, c'est comme bien souvent, période donc, qui était sans doute en rapport avec celle du naufrage du bateau, hein, le fantôme de la dame en gris réapparaît sur le roc. Hein. Voilà, tapissant sonorement les confins de la nuit de ses interminables sanglots, les plaintes et les gémissements. Pour l'enfant, bien sûr qu'elle avait perdu, quoi, parce qu'elle s'en remettait pas, quoi. Car elle était tout simplement la mère de ce bébé, qui était, lui, demeuré donc au cœur de notre monde, mais pas elle, quoi. Voici approximativement ce que pouvaient entendre les ouvriers entre le bruit des flots. Et donc, les 3 navires britanniques qui avaient apporté la tour en pièces détachées regagnèrent la métropole ensuite, bien sûr, dans une certaine logique des choses, hein, laissant sur l'île les ouvriers perturbés dans leur lourde tâche, parce que bon, déjà c'est quand même pas évident de remonter à un tel édifice, hein, et d'entendre en même temps des sanglots d'un être qu'on ne voit pas ou qu'on perçoit comme une ombre grise, quoi. Donc dans les circonstances du travail, c'était très très particulière. Hein. C'est pas très réjouissant. Le chef du chantier, il réussit finalement à encourager les ouvriers pour reprendre l'édification de la tour, qui, une fois achevé, donc permis d'installer à son sommet un puissant projecteur de phare. Donc c'était le but primordial. Hein. Cette tour avait beaucoup plu. Elle a été récupérée dans ce but en particulier, c'est d'éclairer la passe qui était considérée comme dangereuse. Hein. Le naufrage du bateau, donc qui a donc laissé ce petit bébé et puis sa maman qui est décédée, donc est un des nombreux naufrages qui ont eu lieu sur place, quoi. Là, il prouve que la nécessité d'un phare sur l'île n'était pas secondaire, hein, c'était très important. Voilà. Alors le corps de fond de l'édifice, il fut peint donc de 7 rayures rouges et 7 blanches. Et voilà, donc on les voit de très loin le jour aussi, quoi. C'est des points de repère sur la mer pour les navigateurs. Et inauguré dans la foulée. Alors d'autres sources le présentent souvent le phare comme tout blanc, mais bon, hein, mais d'après les photographies de l'époque, hein, elle confirme bien ce barbouillage en règle, hein, tout à fait explicite du rouge et blanc. Voilà, c'est pas une tenue de bagnard, hein, c'est un corps de phare. À ne pas confondre avec un corps de ferme, hein, donc c'est pas la même chose. Donc, et on le baptisa donc le phare Victoria, bien sûr, hein, en l'hommage de la reine d'Angleterre qui avait inauguré l'exposition à Londres, hein, à Hyde Park. Voilà. Son nom donc inauguré donc dans la capitale anglaise. Plus tard, de par sa localisation, on le désignera plus souvent sous le nom de phare de Great Isaac, quoi, Great Isaac Quay. Voilà, c'est un peu il prend petit à petit l'appellation locale au détriment de son titre pompeux et glorieux du départ, quoi, tout simplement. Alors, le travail achevé, les ouvriers quittèrent donc avec une double satisfaction le sol de cet îlot hanté, hein, par la dame en gris, la Lady Grey. On peut bien le comprendre. Hein. Et venait donc à présent, hein, le temps des gardiens. Et oui, et qui allait donc prendre la relève. Hein, on leur transmettait le bon et le moins bon. Hein, mais évidemment, les nouveaux gardiens furent très vite confrontés au fantôme, hein, la dame en gris, hein, qui continuait à couvrir ses pleurs
c'est plein le rocher, quoi, le lieu, l'îlot, quoi. Hein. Plusieurs nuits avant la pleine lune, en règle générale. Nombre d'entre eux craignaient au bout de... Ils craignaient d'être possédés, d'être troublés, et puis bon, ils craquaient au bout d'un seul mois passé sur l'île et démissionnaient, quoi. Donc c'était pas... Voilà, on avait du mal à fixer le personnel des gardiens dans le phare pour cette raison. Les fantomatiques dans l'apparition de la dame en gris, là, Lady Grey, donc, et cessèrent cependant quand même à la fin du 19e siècle. Voilà. Un gardien chef du phare qui appartenait visiblement à un tiers ordre de l'Église, hein, sans doute un diacre ou un ancien pasteur, avait en effet pratiqué un exorcisme sur le rocher, quoi, en suivant le parcours du spectre de la dame en gris, parce qu'elle est de la plage où avait lieu le naufrage, probablement jusqu'au haut des rochers, jusqu'au phare, elle suivait un certain parcours. La silhouette, l'égrégore, le fantomatique, suivait un certain parcours sur le rocher, quoi. Donc, il avait donc probablement suivi ce parcours et tenté de faire son exorcisme en suivant ce trajet. Et visiblement, ouais, on sait comment, il parvint à faire comprendre à cette apparition que son enfant n'était pas perdu, mais qu'il était toujours en vie, hein, donc c'était rassurant, et qu'elle était placée entre les bonnes mains au sein même de sa famille. Donc il était toujours au sein de sa famille, quoi. Donc, même si elle était décédée. Donc à partir de là, la Lady Grey, elle semble avoir trouvé la paix de l'autre côté du voile, quoi, au-delà du mur. Donc elle ne s'est plus manifestée. Ouais. Même si c'est une belle histoire, oui, oui. Mais après, bon, il y a toujours la légende qui prend un peu le pas sur les faits, parce que bon, ici on est dans le concret, et qui dit que bon, certains habitants de l'île l'entendent toujours hanter les lieux, hein, les sombres de nuits de tempête, et puis voilà, le premier quartier de pleine lune. Le rocher, résonnait toujours et encore de ces gémissements. Enfin bon, en tout cas, dans l'instant, les gardiens de phare n'ont pas été dérangés par sa présence, donc il est fort probable que cet exorcisme avait réussi, quoi. En tout cas, la situation sur place était apaisée. Hein, on peut le comprendre. Alors le phare, il fonctionnait très bien. Il remplissait avec magnificence son office, hein, du haut de sa tour de 46 mètres, hein, de son éclat lumineux qui portait en pleine mer jusqu'à 43 km, hein, environ 23 miles nautiques. Allez, on dit des milles nautiques, si vous voulez. Entrecoupé donc il était recoupé d'un blanc d'éclat, quoi, par intermittence de 215 secondes à peu près. Hein, c'est pas, voilà. Sur le plan technique, tout fonctionnait à merveille, hein, sur cet îlot, hein, et qui était agrémenté seulement de quelques maisons, hein, agglutinées donc contre le phare, hein, pour les gardiens, pour le bien-être de la vie des gardiens. Il y avait une citerne donc à côté aussi pour l'eau, et bon, tout le nécessaire. C'était pas l'île de Robinson Crusoe non plus, hein. Donc voilà, faut bien le comprendre. Il y avait un certain confort obligatoire, hein, pour un bien-être sur l'île, parce que la relève n'était pas régulière, hein, quand même, hein. Donc les années passèrent, hein, donc à partir de là, tout semblait se dérouler pour le meilleur des faits, hein, donc, et on oublia donc on oublia petit à petit toute l'histoire de ce phare, même de ce phare rouge et blanc là, et l'histoire de cette tour aussi, et puis l'histoire aussi du fantôme, hein, tout ça se perdut un peu, et puis les gardiens prenaient la relève, ils faisaient leur métier en temps et en heure, hein, et tout semblait désormais donc naturel, hein. Les gardiens de phare avaient vaincu leur peur, leurs angoisses, hein, et s'affairaient donc avec beaucoup de réussite, hein, à l'entretien d'un édifice, hein, et son projecteur, hein. Et bon nombre de navigateurs d'ailleurs au large, qui ballottaient dans ces passes brumeuses et tumultueuses et dangereuses, surtout par ces courants, hein, savaient ce qu'ils devaient au courageux service de ces gardiens du phare, hein, qui se relayaient au bon fonctionnement de l'ensemble, hein, par binôme, bien sûr, comme toujours, hein. Donc tout allait ainsi pour le mieux, jusqu'à la journée du 4 août 1969. On est déjà beaucoup plus près de nous, hein, au niveau période, où les deux gardiens de phare qui étaient alors en poste, hein, Yvonne Major et Bill Mullins,
disparu de l'île d'une manière inexpliquée et sans laisser la moindre trace ni le moindre indice pouvant expliquer le motif de leur disparition, de leur absence soudaine. Voilà. Voilà, là c'est étonnant. Alors bon, bien sûr, beaucoup de personnes se sont penchées sur. Il y a eu bien sûr une enquête, hein, évidemment. Beaucoup de personnes sont penchées sur les raisons qui pourraient expliquer cette disparition soudaine, quoi. Alors, de récentes analyses ont prouvé que un ouragan dénommé Anna était passé donc tout proche, hein, qu'il avait sévi dans la nuit du 1er au 2 août 69. Et qu'il s'était passé assez près de l'îlot pour créer des conditions météorologiques dangereuses, épouvantables, hein, et des dommages sur Gritisac Cay, quoi. Voilà. Mais si on poursuit son enquête, par rapport aux données météorologiques dont on dispose facilement, on peut même se rendre sur le web et aller consulter ces sites-là, et qui nous donne tous les détails, hein, nécessaires, on se rend compte que le déplacement de l'ouragan Anna, après coup, donc, après enquête, il est passé bien en arrière, hein, sur les fameux cases dont j'ai parlé au début de l'émission, là, donc ces fameuses passes, ces fameuses bandes, hein, de terre plus importantes, hein, qui sont un peu comme des voies, quoi. Donc il est passé. Puis bon, il y avait aussi une sorte de dépression, une sorte de cyclone qui le maintenait plus ou moins en hauteur, quoi. Voilà. Donc c'était aux environs, mais c'était pas près du phare, non, c'était pas sur le phare même, donc qui aurait pu donc expliquer peut-être que les gardiens seraient devenus fous, qu'ils auraient été emportés par une lame, enfin tout était possible, quoi. Donc il y avait surtout ça s'était maintenu en arrière et donc dans les hauteurs, dans les hautes sphères atmosphériques, c'est une histoire de contre-pression, quoi. Et puis de toute façon, les gardiens étaient des gens de mer, hein, des hommes expérimentés, ne seraient pas tombés simultanément à la mer à partir du phare, hein, et pas tous les deux à la fois. Donc ils n'allaient pas sortir si le temps était épouvantable. Ça me paraît logique, hein. Ça nous paraît logique, forcément. Je ne sais pas si ça paraît évident à tout le monde, mais c'est une forme de logique. Et en un siècle de service, quand même, le phare, hein, ses servants avaient vu d'autres ouragans, quand même, hein, et des tempêtes magnétiques qui étaient assez courantes dans cette région, hein. Et pourtant, hein, nul gardien n'avait jamais disparu auparavant, hein. Même au temps, hein, critique, hein, où le spectre de Lady Grey hantait le rocher. Voilà. Et cette fois-ci, ils avaient disparu corps et âme, sans laisser de traces, hein. Il fallait se rendre à l'évidence, hein, que cette disparition était vraiment des plus mystérieuses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, donc on a vu que l'ouragan n'expliquait pas, il y a encore un autre élément qui est venu se rajouter et qui vient qui vient simplement semer le doute, on peut le dire, oui, qui vient semer un très grand doute dans une version possible naturelle, quoi. Voilà. C'est le témoignage d'un marin pêcheur, voilà, qui est un marin pêcheur, un certain Bruce Mounier, hein, qui était originaire de Miami, quoi. Il était parti ce matin-là, hein, de Miami avec son bateau pêcher dans les environs de Orange Cay, quoi. De Gritisac Cay, pardon, du phare de Gritisac Cay. Donc, et puis donc il s'est approché en vue de l'île, à quelques centaines de mètres, hein. Voilà. Et on était déjà en haut de mer, hein, donc, et il précisa donc que ce jour du 4 août 1769, le jour donc même de la disparition des gardiens, hein, qui avait pas le moins d'ouragan sur le secteur déjà, puisque lui était là avec son petit bateau de pêche, je pense que hein, il serait allé boire la tasse rapidement. Donc hein, voilà, donc il était tout près, et donc il était en vue du phare, hein, de Gritisac Rock, hein, le Gritisac Cay, quoi. Et tout d'un coup, il a aperçu quelque chose de très inquiétant, hein, sous les eaux, qu'il a décrit, hein, comme des œufs sous-marins de teinte argentée, de nature métallique, de forme ovoïde, qui filaient à grande vitesse sous la surface des eaux. Voilà. Il évalua la taille de ces objets sous-marins à environ 18 mètres de long, hein, 60 pieds, quoi. Voilà. Et ces deux engins mystérieux, hein, qui font que épaissir le mystère, provenaient de la direction du phare, quoi. Voilà.
bien sûr, la question qui nous vient à l'esprit, c'est quelle était la nature de ces engins? Étaient-ils forcément, ils étaient forcément pilotés? Et avait-il rendu visite aux deux gardiens? C'est la question qu'on est obligé de se poser au-delà de toute croyance. C'est évident. Voilà. Alors, y avait-il embarqué de force les gardiens? Les avait-il invités à les suivre? Voilà, on ne sait pas. On peut pas disserter là-dessus. En tout cas, ils ont bien été aperçus et ce témoignage était tout ce qu'il y a de sérieux. Hein. Donc, genre qu'il a déjà démenti l'ouragan sur place, c'était déjà pas rien. Hein. En tout cas, on peut se poser la question de savoir s'ils étaient vraiment les ravisseurs des deux gardiens et d'où ils venaient, quoi. Les diverses questions restent posées. Voilà. Mais ce type de signalement n'est pas rarissime hein, dans le monde maritime. Hein. Et nombreux sont les marines du monde à avoir un jour ou l'autre croisé dans les océans la route de ces OANI, quoi. Hein, ces OSNI, hein, objets aquatiques non identifiés. Tout à fait. Absolument, oui. Une lumière qui serait sortie de la mer. Voilà. Tout à fait. Il y a plusieurs choses comme ça. Bah, c'est dans les rapports d'amirauté, on trouve beaucoup de choses aussi. Hein. On verra plus loin ainsi pour les sirènes qu'il avait soi-disant décrites aussi. Voilà, ça c'était des rapports. Hein, c'est ce qui est le plus sérieux, hein, mais c'est bon, même si ça dérange un peu, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour contester, pas ni pour contester les faits, on est là pour les citer tels qu'ils ont été rapportés. On n'est pas là pour prendre parti. Hein. Voilà, notre rôle n'est pas de prendre parti. Hein. En tout cas, des engins comme ça qui naviguent sous les océans, il y en a beaucoup, et des gens qui ont, bon, après on n'en parle pas beaucoup, mais des gens qui ont des contacts avec des sous-mariniers, tout ça, qui sont en retraite le plus souvent, qui se sentent un peu plus libres de parler, racontent des choses similaires, hein, qui sont croisées, des forces inconnues, voilà, des fois qui ont tendance à aspirer la partie électrique des bâtiments. Voilà, ça nous rappelle sur Terre un certain processus qui est souvent cité. Tu vois de quel tu veux parler, Alexis? Vis-à-vis l'apparition des gens en voiture sur des routes, tu sais, qui circulent et qui voient soudain quelque chose dans le ciel et c'est la panne, tu vois, c'est la panne. Voilà. Non. Bon, après, certains films nous expliquent un peu la chose. Abyss, le film Abyss nous explique au début la perte du sous-marin nucléaire quand un OANI passe à ses proximités, voilà, qui pompe l'énergie du sous-marin, qui va causer son avarie générale. Oui, et d'ailleurs on peut même, et c'est très bien comme analogie que tu fais, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui sont justement dans le paranormal et qui peut-être parmi vous, chers auditeurs, faites ce genre de petites enquêtes là sur tout ce qui est donc fantomatique, etc. Que souvent les batteries, comme tu le sais, mon cher Patrick, sont les premières à tomber en panne, justement, à être épuisées en énergie, et on le sait très bien, donc ce sont pour ma part donc des entités, en tout cas des êtres, voilà, d'un autre monde, qui ont besoin effectivement d'une autre énergie, d'une autre polarité, peut-être que là, nous serions entre deux mondes, telle une pile avec le plus et le moins, et effectivement, tout ce qui est ufologique, ovni, etc., c'est exactement la même chose. Effectivement, tu l'as bien évoqué, la fameuse panne de la voiture, ou la panne du tracteur, ou la panne de plein de choses, et donc tout ça est finalement cohérent, voilà. Voilà, c'était juste un parallèle. Mais très important quand même, malgré tout. Voilà, on n'est pas là pour... je suis pas là pour dire que c'est sur les faits. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de témoignages, on sait qu'il y a beaucoup de gens tout à fait crédibles et sérieux qui l'ont rapporté. Donc, voilà, le parallèle nous vient d'emblée à l'esprit sans qu'il y ait besoin de creuser. Ça me paraît évident, quoi. Voilà, et donc les classifications de ces objets, hein, de OVNI à OANI ou OSNI, bon voilà, donc les invisibles sous les mers de Ivan Sanderson, et bien d'autres choses encore, hein, peuvent nous renseigner sur ces réalités. Mais bon, c'était juste une parenthèse, donc qui peut être donc proposé, puisqu'il y a un témoignage d'un pêcheur, quand même, c'est pas rien.
un témoignage qui a été enregistré par les autorités maritimes. Donc c'est pas un hurluberlu, c'est pas une personne qui raconte des choses comme ça. Et oui, ouais. Voilà. Et puis à un moment donné, il faut arrêter de remettre chaque fois en question le témoignage des personnes, ne serait-ce que par respect, écouter un peu ce qu'ils ont à dire. Ici, c'est cohérent, puisque de toute façon, vis-à-vis du port d'attache de Miami où il était, on sait très bien qu'il est parti en bateau ce jour-là, etc. On sait très bien où il allait à la pêche, il était quoi. Donc, s'il n'a pas vu déjà l'ouragan, c'est déjà une chose, parce que bon, se présenter face à la mer sur un ouragan, c'était pas c'est pas une coque de noix, c'est un joli petit bateau de pêche, comme il y en a beaucoup pour voilà, les petits bateaux pour la pêche au gros, comme on dit, pour l'espadon et compagnie. Donc c'est voilà, mais puis bon, bien sûr, alors forcément, si on reste dans cette optique-là de ces œufs sous-marins, sans en dire davantage, on n'est pas là c'est pas le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est les phares, mais bon, c'est une des solutions apportées pour expliquer la disparition de ces gardiens de phare. Il peut y en avoir d'autres. Oui, tout à fait. Et encore une fois, de toute façon, toute information supplémentaire en général est très importante, puisque voilà, ça permet effectivement d'agrandir le chemin des possibles. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est une sorte de prolongement du raisonnement, voilà. Donc sans prendre parti, parce que bon, il peut y avoir des choses il peut aussi éventuellement avoir vu ces objets venant du phare sans qu'ils soient pour autant en corrélation à la disparition des gardiens. Hein. Mais c'est troublant, quoi. Ça agrandit encore le mystère. Voilà, ça épaissit. Oui, et puis, c'est des diableries, on est en pleine diablerie, hein, c'est certain, mais il faut pas oublier non plus que face à Great Isaac Quay, hein, comme j'en ai parlé au début, hein, droit devant à l'ouest, environ 50 000 nautiques, se situait Fort Lauderdale, hein, fameux Fort Lauderdale, la base américaine en Floride, hein, d'où décollèrent le matin du 5 décembre 1945, pour ceux qui connaissent l'histoire, vite où je veux revenir, cap à l'est, donc droit sur la mer des Bahamas, droit sur le secteur de Great Isaac Quay, hein, les 5 Avengers du Fly 19, le célèbre vol 19, hein, pour ne jamais revenir. Et l'hydravion, le Martin Mariner qui les a suivis très rapidement, qui s'est lancé à leur recherche, il devait aussi disparaître à son tour sans laisser la moindre trace. Quoi. Apparemment, il y avait même un deuxième Martin Mariner qui était parti après. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Ceux qui sont intéressés, hein, qui ont lu Sanderson ou qui ont lu Charles Berlitz, entre autres, connaissent très bien. Ceux qui s'intéressent tout simplement, disons-le, au triangle du diable, au triangle des Bermudes, savent que le vol 19 est un élément majeur de cette affaire, hein, de ce grand mystère, hein, donc qui est toujours pas expliqué à cette heure. Les théories foisonnent dans tous les sens, mais il n'y a pas d'explication concrète qui peuvent donner un sens à cette disparition très très mystérieuse. Hein. Voilà. Même si pour le Mariner, l'hypothèse d'une explosion en vol aurait été avancée. Bon, voilà. En tout cas, on est encore dans la même zone, c'est le même secteur, la même direction, et on a affaire au grand mystère des triangles des Bermudes, quoi. Ici, c'est quand même ces 6 avions, hein, ainsi que leur équipage au complet. Hein. C'est pas rien, quoi. Et il reste quand même, comme je dis, les plus célèbres disparus, on va dire, de la longue liste des victimes du triangle des Bermudes, le triangle du diable. Il y en a tant d'autres. Il y en a énormément. Bon, c'est une zone dangereuse, ça on le sait. De toute manière, au niveau maritime, bon, il y a les ouragans, mais quelquefois, les ouragans n'expliquent pas tout, comme on vient de le voir pour ces gardiens de phare disparus. Voilà. Voilà. Une autre fois, on pourrait peut-être parler du phare maudit de San Augustine en Floride, l'histoire de pirates, ou d'Hélène Moore, hein, qui est beaucoup plus connue, hein, sur les îles Fannan, hein, en Écosse.
avec la disparition des deux gardiens, hein, qui nous rapproche, hein, qui nous rappelle étrangement celle de Gruit Isaac Kay. Ouais. Mais dans l'instant, nous allons seulement évoquer un autre phare, hein, maudit lui aussi, le phare de Thévenec. Beaucoup plus proche de nous, hein, pour le coup, c'est en Bretagne, c'est ça, hein, voilà. Voilà, plus proche de nous, hein, qui est situé à la pointe de la Cornouaille bretonne, ma région. Et qui passe avec quelques autres, hein, mais qui passe quand même pour être le phare le plus hanté du monde. En effet, il y a eu beaucoup d'histoires là. Ouais. C'est un qualificatif qui refroidit un peu, quoi. Le passant. Voilà. Alors je vais présenter d'abord le phare, le lieu où il se trouve, etc. Et toutes les histoires troubles qui se déroulent dans son périmètre. Et puis les légendes, forcément, on peut pas y échapper. On est en Bretagne, ça serait difficile d'échapper aux légendes. Donc la passe où est situé le rocher Thévenec, hein, est non loin de la célèbre île de Saint, hein, qui a aussi ses petites histoires et ses grandes histoires aussi, et qui fait face donc à cette pointe du Cap Sizun, ce bout du monde, hein, comme tu dis, qui est plus proche de nous, mais qui est la Cornouaille, qui est accolé donc à la pointe de la Cornouaille, hein, et au pays Bigoudin, et puis au pays du Cap, quoi. Donc c'est la pointe de l'Europe, en fait, hein. On peut considérer c'est la pointe là où finit la Terre, hein. D'où elle tient son nom départemental, le Finistère, du latin Finisterae, là où finit la Terre, ouais. Hein. Et donc il n'y a plus d'espace à pied sec avant 6000 km, quoi, les Amériques. Et c'est les Açores qui sont situés sur une voie maritime, mais un peu plus au sud, quand même. Donc cette passe maritime est considérée pour la navigation, hein, comme l'une des plus dangereuses au monde, hein, avec le Cap Horn, entre autres, et quelques autres voies océaniques de globe, hein, qui sont répertoriées. Hein. Et donc l'extrait de la carte de navigation, hein, que Alexis vous joint ici à l'émission, hein, vous permet de découvrir, hein, ça vous donne une juste idée, hein, juste pour un périmètre restreint quand même, du nombre par les points noirs, hein, qui sont figurés, du nombre de naufrages, hein, qui ont lieu dans les parages de ces flots tourmentés, hein, et au courant insoupçonné. Voilà. C'est vraiment, voilà, ça vous met face à la réalité de la dangerosité des lieux qui n'est pas qu'un mot, quoi, qui est concret, qui a envoyé par le fond bien des navires et bien des équipages, et fait surtout beaucoup de victimes, et qui peut encore, et qui continue à le faire, comme nous le verrons un peu plus loin. Alors, de très grand courage des sauveteurs en mer de la SNSM, hein, ne suffit malheureusement pas toujours pour parvenir à éviter le drame, hein, dans les flots démontés de cette passe, quoi. Dans ce secteur-là, non seulement un inconditionnel, mais très important passage du trafic mondial, hein, c'est par-dessus le marché. Donc, pour les transports maritimes de tout type, hein, les porte-containers, les pétroliers, les super tankers, hein, parfois pour le plus grand malheur de nos côtes, hein, en cas de naufrage, hein, comme cela est très souvent arrivé par le passé, hein, avec toutes ces multiples marées noires qu'on a eu à subir. Hein. Voilà. Et donc il remonte donc vers les ports de la Manche, hein, donc et la mer du Nord. Donc on a là de très grands trafics maritimes avec d'imposants bateaux, voilà, du style les porte-conteneurs géants qui vont à Amsterdam et partout là, qui vont alimenter le commerce européen, hein, avant toute chose, quoi. Et qui viennent souvent de très très loin, hein, de l'Asie parfois. Voilà. C'est un passage où il est très risqué de prendre son bateau Finard, sans faire publicité pour une marque, et d'aller pagayer tranquillement dans ces zones face à des monstres des mers pareils, quoi. Et ça c'est le trafic. Mais après il y a les rochers, après il y a les hauts fonds, après il y a les courants qui sont très dangereux. Hein. Donc je vais venir en faisant cette transition, donc en parlant justement des pêcheurs, hein, des marins pêcheurs qui sont des ligneurs, hein, des ligneurs locaux, hein, qui prennent tous les risques sur des bateaux aux moteurs surpuissants, parce qu'il faut des moteurs surpuissants pour lutter contre les courants qui sont épouvantables, hein, je veux dire.
pour pêcher le bar de ligne en particulier, hein, le bar de ligne qui ira garnir en express les assiettes de nos plus grands restaurants parisiens surtout. Oui, et ailleurs aussi. Hein, donc une pêche dangereuse, quoi. Le bar de ligne, c'est une pêche très dangereuse, quoi. Ouais. Donc le poisson vaut très très cher au restaurant, je suppose. Voilà. Et puis d'ailleurs, il a une fraîcheur incomparable, quoi. Incomparable. Le bar de ligne, il n'est pas abîmé. Il n'est pas pris au chalut, il n'est pas pris au filet, il est pêché, il est sorti comme ça. C'est l'équivalent d'un poisson pris en rivière, quoi. Il n'y a pas de dégâts à part l'hameçon, quoi. Donc forcément, c'est très très recherché, très goûté. Donc voilà. Donc c'est comme tu dis, c'est voilà ce qui explique que il va en priorité garnir les grands restaurants, bien sûr, forcément, de par sa qualité. Mais on devine, on comprend très bien qu'en cas de panne de moteur, voilà, le drame, il est pratiquement inévitable, quoi. Ces bateaux-là, je ne sais pas si tu as déjà vu des émissions, des reportages sur le sujet. Oui, bah voilà, ils sont en lutte perpétuelle, hein, ils sont en mouvement continu dans le courant. Le bar suit ce courant aussi, donc ils sont sur le lieu de pêche. Donc là, s'il y a une panne de moteur, le bateau, c'est une coque de noix dans un courant fou, quoi. Finalement, le poisson se venge un peu, quoi. Comment? Le poisson se venge un petit peu, en fait. Voilà, c'est un peu, oui, c'est ça, il se venge un peu. On peut voir ça comme ça. Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est un risque. C'est bon. Après, c'est le métier de pêcheur. De toute façon, présente des risques énormes. Hein. On a encore en tête beaucoup d'affaires, hein, du Bugalet de Braise et autres, dramatiques, des fins dramatiques pour les marins pêcheurs. Donc, c'est un métier de très grand risque. Voilà. Donc, il est quand même préférable d'avoir un bon matériel, tu vois, avant de partir, d'avoir un moteur qui fonctionne bien, hein, pour gagner sa vie sans trop la risquer, surtout, hein, dans aussi infernales conditions. Mais il faut comprendre qu'en ces lieux, le pêcheur, il entame systématiquement, comme on disait, un effroyable ballet, hein, dansant avec la mer et puis la vieille dame, hein, la mort, quoi. Donc il n'est jamais certain de sortir vainqueur. Il y a tout près de nous, hein, il y a des drames permanents, mais tout près de nous, le 26 mai 2006, hein, Édouard Michelin, le PDG de la firme du même nom, hein, donc que tout le monde connaît, hein, les fameux de Michelin, hein, entre autres. Il est parti en mer ce matin-là sur cette zone de la chaussée de Saint, quoi, ce qui est un petit peu en retrait, hein, par rapport à dont je parlais, mais bon, ça reste la même zone, quoi. À bord du bateau d'un pêcheur ligneur, donc confirmé, hein, originaire de Plogoff, hein, monsieur Guillaume Normand. Et il ne devait plus jamais reparaître en vie, aucun des deux. Voilà. Le corps d'Édouard Michelin fut repêché quelques heures plus tard, à 10 km de Saint, quand même. Hein. C'est pas juste à côté, hein. Donc les courants l'avaient emporté très loin. Mais celui de Guillaume Normand n'a jamais été retrouvé, hein, malheureusement pour sa famille, quoi. Le bateau était quand même un bateau. C'était pas non plus un tout petit bateau, quoi. C'est pas un optimiste. C'est un bateau de près de 9 mètres de long, quand même, hein, doté d'un moteur d'environ 160 chevaux, quoi. Bon, voilà. Et il fut retrouvé par les plongeurs à 15 km de l'île, abîmé. D'autres ont dit qu'il n'avait pas abîmé, mais enfin un bateau brossé par les flots qui va couler à 70 mètres de fond, il est forcément abîmé. Donc, a-t-il été abîmé avant? A-t-il été abîmé après son naufrage? C'est une autre histoire. Et la mer était plutôt calme ce matin-là, hein. Même si la visibilité était mauvaise, hein, car elle était damée d'une évidente brume de mer, comme il y en a fréquemment à certaines périodes de l'année. Donc voilà, mais la mer était calme. Mais bon, c'était un bateau important, mais il y a des bateaux beaucoup plus importants encore. Le 12 janvier 1978, en cours de soirée, donc il fait une nuit de bonheur, hein, à cette époque-là. Bien que chez nous, ici, la nuit tombe quand même en dernier, quoi. puisque le soleil se couche ici à l'ouest. Donc, par contre, c'était par gros temps, hein, sur cette zone, en cours de soirée. Donc, c'est un escorteur d'escadre de la Marine nationale, le Dupéré, qui talonna la roche. Il faut imaginer, hein, le nombre de tonneaux d'un tel bateau. Hein. Et l'accident créa une brèche de 35 mètres dans sa coque.
L'équipage fut évacué en urgence par canot de sauvetage en direction de l'île de Sein, la terre bénie. Tandis que le navire, il faut remorquer vers Brest que le lendemain, dont il présentait une importante voie d'eau dans ses cales, donc il n'avait pas sombré entièrement, heureusement. Alors le fait qu'un aussi important vaisseau est si bien équipé pour la navigation en haute mer, un bateau de la marine nationale quand même, un bateau de guerre, puisse se faire surprendre par la dangerosité du relief sous-marin de la passe, on dit long sur la férocité des éléments du Ratsin, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est pas une petite affaire. Voilà, tout ça, on est toujours dans la situation de notre phare de Thévenec et du lieu où il se trouve pour expliquer aussi tout le contexte qui est nécessaire. Donc un lieu qui n'est pas fait pour partir s'amuser, quoi. Voilà. Voilà. Donc sur la carte, vous localiserez assez facilement le rocher de Thévenec qui est un peu plus haut, indiqué par la flèche rouge en haut. Un peu plus bas, donc l'île de la chaussée de Sein, donc où était parti pêcher donc ce fameux bateau là, quoi. Et le terrible passage du Ratsin, bien sûr à droite, quoi, qui est entre la pointe donc et l'île de Sein, quoi. Et un peu plus loin, la fameuse pointe du Raz, jusqu'au bout de la terre, quoi. Donc ça, c'est vraiment la limite, avec sa statue de Notre-Dame des Naufrageurs et tout. C'est un site qui est protégé aujourd'hui, qui est très protégé, qui a été tout a été déplacé, reculé à plusieurs kilomètres, tous les bâtiments qui s'y trouvaient à l'époque et tout ça. Donc c'est un site protégé, il est classé et je crois il me semble qu'il est répertorié au patrimoine mondial. Donc c'est un lieu, à voir. Voir le bout de la terre une fois dans sa vie, c'est pas rien quand même. Donc voilà, un coucher de soleil en plus, ça vaut le détour. Donc voilà, mais juste au-dessus, alors on va retomber dans le côté un peu moins, pas toujours sinistre, on va dire. Donc signalé par la flèche bleue, se trouve la baie dénommée des Trépassés. Le terme déjà en dit long sur le rapport à cet endroit, quoi. Car la légende lui accorde d'avoir ramené sur l'estran et sur ses grèves, de tout temps, de toute époque confondue, les nombreux corps des péris en mer, quoi. Voilà, donc c'était par les courants, c'est ce qui est dit. Donc c'est ce qui est dit. Voilà, c'est une forme de légende, mais qui a comme beaucoup de légendes un fond de vérité. Donc nous entrons dès cet instant dans le vif du sujet. Mais bon, auparavant, il faut prendre conscience que lorsque la mer présente dans ces régions a une apparence calme et sereine, elle peut à tout moment tromper quand même le kidam, quoi, et se révéler soudainement meurtrière. Et oui. Tous les marins, les gens de l'Armor connaissent cette dure réalité d'une mer qui n'est pas l'amie du genre humain, du tout. Non, si elle est leur façon de vivre, leur gagne-pain, elle reste toujours un élément qui peut trahir son monde à tout moment. Personne n'est jamais parvenu à la dompter. Bien sûr, il y a les surfeurs, il y a tout ça, mais ici on rentre quand même en haute mer dans des lieux très difficiles d'accès et très dangereux, quoi. Donc si on ignore sa dangerosité, sur long terme, tout le tard, elle vous rattrape, quoi. Ça arrive malheureusement trop souvent. Et donc même au-delà, tu vois, de nos courageux marins-pêcheurs, nos plus grands navigateurs, les skippers et autres, qui n'ont pas été épargnés malheureusement. On pensera bien entendu à Alain Colas, son Manureva, qui n'a jamais réapparu, mais aussi le grand Éric Tabarly, et tellement d'autres. Que bien souvent la mer ne rend jamais. Bon, après des fois on les retrouve, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Ouais. Et donc un peu plus au sud de cette pointe du Raz, donc c'est toujours la pointe de la Terre là, qu'on voit sur la carte, se situe à la pointe de Pamar. Donc il faut bien s'étendre sur les lieux pour vous faire un ensemble périphérique de la situation. Et Pamar, donc, où se trouve, c'est pour expliquer justement c'est un exemple type dans la région pour expliquer la dangerosité d'une mer par temps calme. Donc à la pointe de Pamar se trouvent à proximité les rochers de Saint-Guénolé, auxquels les habitants ont donné
en raison des formes originales, des surnoms des rochers, de la tortue, des oreilles de lapin, du rhinocéros, voire d'autres noms moins agréables, comme celui du trou de l'enfer. Et pire encore, parce que là c'est par l'histoire, la roche du préfet. La roche du préfet du Finistère, Gustave de Vainville, suite à un dramatique événement qui est survenu sur ce rocher. Là. En fait, le drame s'est déroulé le 10 octobre 1870. Par une belle journée d'arrière-saison, un peu comme on en a là maintenant au mois de septembre, donc estival, un peu comme il en existe très souvent, tu vois, donc cette période, et puis et dans le nord de l'Amérique, qui est qualifié d'été indien. Voilà. Et dans les populations aimaient en quelque sorte c'est faire plein de soleil avant la venue des mois noirs, quoi, hein, les 2 mois noirs qui viennent derrière, novembre et décembre, quoi, qui sont réputés froids et humides, quoi. Ça, chez nous c'est jamais très très froid, mais beaucoup d'humidité qui amène un froid, quoi. Voilà. Voilà, tout à fait, parce que c'est un froid pénétrant, hein. Donc, qui fait que certains Canadiens ont froid chez nous ici. Oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà, ah oui. C'est très particulier. C'est pas un froid sec, voilà. Voilà, exactement. Donc, de par ce fait, le préfet, hein, Gustave Léonard Pompon-Lévinville, il a eu l'idée d'organiser un pique-nique, hein, sur les rochers de Saint-Guénolé, donc par ce beau temps, là, face à la mer. Hein. Donc, et qui était donc à ce jour-là d'un naturel tout à fait calme, hein, par ce temps ensoleillé, quoi. Il était accompagné de son épouse Marie-Louise Levainville et sa fille Gabrielle, quoi. Elle-même était chaperonnée donc par sa préceptrice, parce que c'était quand même la fille du préfet, quoi. Donc, voilà. Donc Madame Dresch, c'était elle, et la sœur de Marie-Louise, et ses deux, Madame Dresch était la sœur de sa femme, de Marie-Louise, ses 2 enfants. Sa fille donc, et son fils, s'étaient aussi joints au groupe pour pique-niquer sur un rocher plat à une distance raisonnable des flots, quoi, hein, comme on peut le voir sur la photo, hein, voilà, sur un grand rocher plat là. Un instant, vers la fin de la collation, en début d'après-midi, hein, le préfet, sa sœur, Madame Dresch, donc, s'éloignèrent à quelques pas, hein, pour s'entretenir avec le peintre archéologue, hein, Paul Maufrat du Châtelier, qui 5 ans plus tôt s'était installé au pays et avait même fait construire un atelier un peu plus loin sur les rochers de Saint-Guénolé, un peu plus loin sur les rochers sont un petit peu plus plats et un peu plus en retrait, moins exposés sur la baie. Et on peut le voir sur les anciennes cartes postales, c'est un petit atelier, c'est en dur, hein, donc bon, c'était quand même un endroit tourmenté quand même. Mais bon, peut-être que ça l'inspirait, hein, pour un artiste. C'est pas possible. Voilà, donc tout était tout ce qu'il y a de plus normal, hein, quand soudainement, alors que le beau temps perdurait, hein, surgit du trou de l'enfer une lame de fond, tel un bras liquide, quoi, qui vint s'égir sur le rocher, l'épouse du préfet et ses 2 neveux, aussitôt suivis par sa fille Gabrielle et la préceptrice de cette dernière, qui furent tous emportés dans les flots et périrent malheureusement noyés. Terrible, quoi, terrible. Et tout ceci s'est déroulé en une fraction de seconde, quoi, hein, par mer calme. Une mer d'huile. Et malgré le double cri d'un enfant qui avait vu, qui était donc du pays et qui connaissait le problème, qui avait vu la déferlante arriver, quoi, qui avait crié Antars, Antars. Mais la déferlante, attention, la vague, la lame de vague, la lame de mer, quoi. Mais absolument personne n'avait eu le temps de réagir pour empêcher ce terrible drame, là, qui causait la mort de 5 malheureuses personnes, quoi. C'est terrible, quoi. C'est un événement dramatique, bon, qui est très connu dans la région, hein. Comme nous pouvons le remarquer sur la photo, une croix fut incrustée par la suite dans le rocher, hein, pour conjurer le mauvais sort, un peu provenant au trou de l'enfer, hein. Le Toul en inferne, quoi, le trou de l'enfer, hein. Et même une plaque commémorative fut apposée bien plus tard, après, sur le mur, hein, faisant face à la mer, hein, en mémoire de cette famille du préfet du Finistère, décimée par cette maudite déferlante, quoi, le 10 octobre 1870. Ah, c'est terrible, quoi. C'est toute la famille emportée. Et bien sûr, après, on a installé une rambarde métallique en amont afin de dissuader le promeneur de s'approcher de ce lieu maudit, parce que bon, des gens ils vont tenter le diable, hein, mais voilà, bon, il passe rien. Mais voilà, bon, c'est arrivé, quoi.
c'est arrivé. Donc, quelle synchronicité, j'ai pas envie de dire le mot superbe parce que c'est vraiment malheureux, mais quand même extraordinaire, synchronicité. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est pas tous les jours, c'est pas, on voit le rocher, par beau temps, il est toujours sec, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, quoi? Pourquoi cette vague est venue, quoi? C'est étrange, quoi. Voilà. Ouais, c'est des sournois dangers aquatiques, quoi. Voilà. La main de Dieu, certains diraient. C'est la main du diable, quoi. Voilà. Et donc, au bout de cette passe, il y a encore une autre chose, c'est encore le grand phare d'Egmul, hein, c'est un des nos plus grands phares, hein, qui est construit à Saint-Pierre, hein, sur le rocher. Hein, c'est un phare à terre, hein, le phare. Un paradis. On appelle ça le paradis, dans le langage des gardiens de phare. Oui. Le paradis, le phare en mer, c'est. Le phare en mer, en pleine mer, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Voilà. Et ici, c'est le paradis, parce que c'est le phare à terre. Donc, il est construit sur la pointe de Pinmar, et grâce à la généreuse donation de la marquise de Bloqueville, Adélaïde Louis Davout, la fille du maréchal d'Empire, Louis-Nicolas Davout, le prince d'Egmul, quoi, ce grand officier de Napoléon, quoi. Hein, voilà, c'est cette donation là qu'elle a fait, donc, à la fin de sa vie, hein, pour créer ce phare, pour sauver beaucoup de vies, quoi, dans cet endroit si dangereux du monde, quoi. Donc, hein, pour sauver de nombreux marins, et voilà, du péril, de toutes les navigations, même des gens qui passent par là, parce que comme je l'ai dit, l'endroit a toujours été très fréquenté, hein, même pour monter jusqu'à l'Angleterre, hein, donc déjà tout le Royaume-Uni est concerné aussi par les gens qui remontaient vers le Royaume-Uni, qui venaient du Sud Pacifique, quoi. Du Sud Pacifique ou du Sud Atlantique ou de Méditerranée même, hein, limite. Voilà. Donc voilà, le phare a été construit donc, pour servir, donc pour éclairer, donc très loin en mer. Hein. Et puis c'est un lieu touristique, hein, les pérégrinations touristiques à Pointe sont disons incontournables, hein, sur ce secteur. Voilà. Alors, si la petite histoire géologique nous précise qu'il y a bien longtemps que ce bordel de rochers du massif armoricain s'élevait à plus de 4000 mètres d'altitude, quand même. Hein, oui, c'est un peu la même histoire qu'avec le Mont Saint-Michel, quoi. Parce que le Mont Saint-Michel, il est sur le massif armoricain aussi. Donc, de par son sol, il est breton. De par son département, sa géolocalisation, il est normand, quoi. Mais il est construit sur un morceau de terre de Bretagne, quoi. Voilà. Qui a surgi et puis qui s'est affaissé à l'érosion à travers des milliers d'années, quoi. Voilà. Donc c'est la querelle entre Bretons et Normands, voilà, parce qu'il a été aussi breton à un moment, mais de par son socle, il est breton, de par sa position géographique, il est normand. Voilà, il a voulu déménager, on va dire. voilà. Ouais, c'est une querelle sans fin. Donc le phare, oui, donc c'était quand même des rochers, tu vois, qui étaient très hauts à une époque et qui se sont affaissés avec des milliers d'années, quoi. Voilà, ça s'est usé, c'est du granit. Hein. Voilà. Ouais, c'est quand même assez étonnant de voir des rochers au ras de mer qui étaient si hauts à une époque. Oui, c'est étonnant. Ça nous donne une petite idée du bouleversement qui a pu exister sur notre planète. C'est ça, en effet. Voilà. Oui, c'est un fameux bouleversement, hein, pour se déplacer. Oui, c'est quand même quelque chose. Déjà qu'on dit qu'il y a des arbres qui se déplacent, mais là, les rochers, s'y mettent... on va dire que c'est les outrages du temps, mais vraiment du temps, quoi. Du très, très, très longtemps, quoi. Mais dans une époque plus récente, hein, la fameuse île de Sein, nous l'avons évoqué encore un peu avant, là, s'étendait aussi sur une surface beaucoup plus importante que celle qui nous a permis de contempler de nos jours, hein, beaucoup plus étendue. Beaucoup d'archéologues, par exemple, sont unanimes pour admettre qu'une bonne partie de sa surface se trouve aujourd'hui sous les flots, quoi, tu vois. Donc, et que les tombes de Rudic sont de ce fait englouties à jamais dans la mer, quoi. C'est aussi le cas au large du Morbihan où on trouve des sites de mégalithes aussi, qui est prolongement de Karnak en quelque sorte, hein, qui sont aussi sur l'eau. Hein. On sait que la mer a gagné. Bon. Ah, voilà. Il fut un temps, hein, où il y avait où la terre était davantage à l'air libre, donc probablement durant la période de l'Athènes gauloise, hein, entre le 5e et le second siècle
avant JC, et sans doute bien plus tard, hein, où l'île de Sein était considérée donc comme une terre sacrée réservée aux druides. Voilà, comme on peut le voir sur la photo 24. Là. La légende locale nous remémore qu'elle fut autrefois occupée par 7 druidesses, les 7 sœurs, les Season, qui n'avaient pas grand-chose à voir la belle Véléda de Châteaubriand, hein, mais plutôt sans doute les apparences de sorcières au nez crochu, tu vois, la sorcière de Blanche-Neige un peu, davantage dans cette optique-là, je pense. Hein. Et qui faisaient aider par un solide colosse, quoi, leur bourreau, qu'on peut voir sur l'illustration donc, de dos, pour leur mauvaise besogne. Quoi. Elles étaient craintes et malheur aux marins, aux naufragés qui avaient la malchance d'échouer sur les rives de cette terre interdite, cette terre sacrée et réservée aux druides quoi, et aux druidesses. On disait alors qu'elles entraient en catalepsie tu vois, et se projetaient en spectre gigantesque sur les flots du Ratsin. Et qu'elles commandaient au Bagnos, quoi, le bateau de la nuit. Alors, pour être plus précis, le Bagnos, c'est l'équivalent de la charrette de l'Ankou, quoi. Le vadelet de la mort. Oui. Voilà. C'est la version maritime du transport des âmes, donc, de l'Ankou qui est le valet de la mort, mais sur la mer cette fois. Et dirigé donc par ces 7 druidesses, on peut appeler sorcières ou comme on veut, hein, on l'aperçoit ici donc sur l'illustration au milieu de la mer, donc c'est apparence terrifiante avec les 7 druidesses de dos, et dans lequel il embarquait donc les âmes des défunts. Hein. Longtemps, il fut déconseillé aux marins hein, d'arpenter les bords des côtes la nuit tombée, durant l'approche des premiers noix noirs, tu vois, Misdu, quoi, tout le monde dit le mois de novembre, surtout Misdu, car elles étaient hantées par les Anaon, Anaon, les âmes perdues des péris en mer, hein, morts sans sacrement et condamnés à errer éternellement, hein, voilà. Sur la zone quoi. On va arriver à une transition après vers notre Farenté pour comprendre voilà tout ça c'est un ensemble qui s'imbrique voilà les éléments s'imbriquent les uns dans les autres et pour en arriver à comprendre dans quel lieu on se trouve quoi. Voilà. Pas dénué d'intérêt. Ce sont des illustrations que toi tu as fait Patrick ça ici. Oui ah magnifique ok. Oui, celles sont celles d'une exposition sur un salon international. Très bien, magnifique illustration, oui, franchement, merci beaucoup. Oui, ça date déjà des années 90, 95. Et donc un marin pêcheur qui apercevait donc l'encou, hein, donc et avec sur la barque l'encou de la mer cette fois, parce qu'on a de l'encou de la terre. Bon après je pourrais aussi en parler, mais ça sera plutôt dans une autre émission, parce qu'on pourrait partir pendant très longtemps aussi sur les terres maudites des monts d'arrêt et tout ça. Donc, hein, voilà, le fameux Yonélez, la porte de l'enfer. Donc, il devait alors devenir son trémeneur. Tu sais, le trémeneur, c'est le passeur de la barque funèbre. Donc, il était enrôlé pour servir de passeur sur la barque funèbre s'il était aperçu par l'encou durant ces mois noirs. Donc, il fallait mieux éviter les côtes à cette période. Quoi. Le Bagnos, quoi. Le bateau de la nuit et sa cargaison de trépasser en mer. Et de le diriger jusqu'aux portes de l'au-delà, hein, ça va te plaire, entre l'île de Sein et Tévénec, l'îlot hanté sur lequel nous allons revenir en détail dans un instant. Voilà. Donc tu vois, c'était donc le lien, il est là, quoi. Tu vois, donc c'est une porte vers dans la petite histoire locale. Mais donc tous les druidesses n'avaient pas cette druide apparence, hein, donc le nez crochu avec des verrues, tu vois, c'était pas le cas de toutes. Et dans un archipel situé davantage au sud-est, hein, celui des îles des Glénans, par exemple, hein, il existait sur l'île du Loch une charmante, et donc sur la photo ce qu'on voit sur l'illustration 25, une charmante enchanteresse, plus proche de la Circé de l'Odyssée, hein, qui garda un temps prisonnier Ulysse et ses compagnons, comme nous le savons, qui est transformé en cochon, entre autres, que des druidesses, donc en mauvais faciès, hein, donc, mais qui avaient quand même la désagréable habitude de séduire par quelques ensorcellements, hein, ces naïfs amants afin de les conduire au cœur de son île, dans sa barque au cygne noir, avant de les retenir prisonniers, à vie bien sûr, hein, forcément, et en les transformant en de vulgaires poissons. Voilà. Rien que ça. Oui. Ouais. C'est l'île du Loch. C'est la légende qui colle à l'île du Loch.
Et cette île est passée depuis longtemps comme propriété familiale de la grande famille Bolloré. Tout d'abord de Gwenaël Bolloré, l'industriel, l'auteur-éditeur et héros des commandos Kiefer, qui participèrent à la libération de Ouistreham durant le débarquement de Normandie en juin 1944. Et puis ensuite à Monsieur Vincent Bolloré, le premier patron de France. Voilà, on peut dire Henri, pour qui j'ai un temps travaillé aussi dans l'une de ses filiales, mais c'était dans une autre vie, ça. Voilà. Et bien évidemment, on ne pourra pas boucler le volumineux chapitre des incontournables légendes locales en oubliant de citer le drame maritime de la ville 10 du roi Gradelon, englouti à jamais par la mer, avec sa population au fond de la baie de Douarnenez, où seul subsiste pour certains de nos jours son acropole, qui est celle de l'île Tristan. Là aussi, ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire l'engloutissement des côtes par la mer. On va donc dans cette avancée dans la mer à monter sur ces parties du territoire qui étaient autrefois à l'air libre. Voilà, dans les temps reculés, quoi. Voilà. Donc après, il y a aussi des polémiques sur la localisation exacte de cette grande île, qui s'étendait jusqu'aux portes de la baie d'Audierne. Mais c'est là, on peut pas aborder le thème de la baie et du secteur sans parler de la ville 10, forcément. C'est incontournable. Donc jusqu'à la baie d'Audierne, donc ça rejoint les lieux précités, dans les parages du sujet de l'émission, juste devant l'île de Sein. Ceux qui connaissent l'histoire du roi Gradelon, donc d'issue des barons d'Angleterre, de l'île de Bretagne, donc, du roi breton Conan Mériadec, les barons, savent que sur les sommations du moine Saint-Guénolé, Gradelon fut obligé de précipiter sa chère fille unique, Dahu, dans les flots déchaînés de ce tsunami qui engloutit Caris. Oui, les tsunamis, oui, on connaissait avant l'Asie, avant les tsunamis qui engloutirent les flottes mongoles qui tentaient d'envahir le Japon. On les connaissait déjà ici. Donc, comme on le voit sur l'illustration 26, il y a de magnifiques tableaux qui représentent la scène. Certains sont très connus aussi. Donc voilà, parce qu'en fait, elle avait transformé la ville en une véritable Sodome et Gomorrhe, en quelque sorte. Et fut séduite par le malin qui l'entraîna à sa perte. Car obtenant d'elle les clés de la cité de Keris, il alla ouvrir toutes les portes et les écluses à la vindicte des flots monstrueux, quoi. Voilà. Ce qui fait que la ville fut engloutie par les flots. Voilà. Donc, qu'elle serait toujours là sous la vase de la baie de Douarnenez, quoi. Pendant la guerre, la Kriegsmarine a fait des relevés marins, donc sur le secteur, relevé certaines choses. Voilà, les relevés ont été transmis, ils sont partis à Berlin après, mais tout était détruit durant les bombardements, quoi. On n'a pas de traces de ça, mais bon, après il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes qui disent que des choses ressurgissent. On dit au début du XXe siècle, des scaphandriers auraient vu des rues au fond de la mer. Voilà. Que la mer rejette aussi de certaines choses qui remontent en surface, qu'on retrouve sur les plages de temps en temps. Et puis, pendant longtemps, des messes étaient dites sur la mer, à cet endroit-là, où on jetait des couronnes de fleurs et tout ça, en souvenir des disparus. Donc, parler de la baie de Douarnenez sans parler de la ville 10, c'est pas possible. Voilà. Donc on arrive ensuite, après la légende toujours, jeté dans les flots par son père, donc le roi Gradelon, dont la statue traîne sur la cathédrale Saint-Corentin à Quimper, la capitale de la Cornouaille. Jeté dans les flots par son père, donc par l'indication du moine Saint-Guénolé. Elle aurait survécu. Là encore, ça revient à des légendes qu'on retrouve un peu partout dans le monde aussi, parce qu'elle possédait aussi moult pouvoirs. Elle était un peu aussi une sorcière blanche, on va le dire peut-être. Voilà. Elle fut abandonnée au lieu précis de tout le Dahu, le trou de Dahu, et elle s'y transforma en Marie Morgane. Et les Marie Morgane, c'est-à-dire en sirène. Et continue, suivant la légende, à hanter les côtes de la région, selon de nombreux témoignages. Voilà.
Voilà, et c'est pour ça qu'on glisse après vers les Marie Morgan dans l'illustration suivante. Voilà. Alors ça, on aura fait un tour d'horizon complet de toutes les créatures, de tous les mystères. Voilà. Et là, on est toujours dans la mer d'Iroise, donc le même lieu, et un peu plus au nord de Thévenec, sur l'île d'Ouessant, où l'histoire de Marie Morgan sont communes. On les dénomme en breton les Morganésaides ou les Morganaises pour les entités mâles. Ou en français, en anglais, c'est des Siréniens, les Mériens, les hommes sauvages marins, les Aquamen, des Sirénianes, des Mermaids, ou autres noms désignant ces peuples marins qui sont connus depuis l'Antiquité, quoi. Et dont leurs histoires ont été couramment colportées à travers les siècles. La population les considérait généralement d'un œil méfiant. Ils voyaient souvent en eux des êtres pacifiques, et avec qui ils avaient parfois des contacts lorsqu'ils venaient sur les strands et prendre des bains de soleil ou exposer les richesses qu'ils découvraient dans les cales des navires engloutis. Ben oui, ce n'est pas ce qui manquait dans la région des navires engloutis, comme nous l'avons vu sur la première carte de l'illustration. Et d'autres personnes étaient plus méfiantes à leur égard. Donc, tu vois, comme on peut le voir sur l'illustration 28, tu vois, c'était moins, c'est moins a priori, moins encourageant de les fréquenter, peut-être dans ce cas-là. Et les regarder comme des créatures maléfiques qui pouvaient emporter les humains au fond de la mer pour l'éternité. Si ces légendes locales s'imbriquent étrangement les unes dans les autres, elles sont par contre bien plus troublantes, les archives, les documents officiels qui font état de la capture de telles créatures dans les filets des pêcheurs, ou après leur avoir donné la chasse, comme ce fut au moins une fois le cas sur les côtes du Morbihan. Et une relation maritime détaillée concernant la rencontre du vaisseau Marie de Grasse avec un homme marin au large de Brest, au large du port de Brest, a aussi été enregistrée à Paris par le lieutenant général de police le 9 août 1715. Le récit a été étudié et lu par le maître des S.A. de l'université de Paris. Donc c'est un document tout à fait ce qu'il y a de plus officiel. 32 hommes d'équipage du fameux Marie de Grasse et leurs 2 officiers furent donc témoins de cette étrange rencontre qui se prolongea de 10h du matin jusqu'à midi, ce 9 août 1715. La description d'un homme marin à la peau tannée et très détaillée est impressionnante. Ouais. Un film fantastique, comme j'en ai parlé récemment, de 2017, dénommé Colskin, issu du roman catalan La Pelle Fedra, La peau froide, aborde la rencontre d'un gardien de phare et d'un climatologue avec ses créatures sur leur île au large de l'Islande. Avant tout, dans ce film, qu'il faut appréhender, c'est d'une certaine manière, c'est l'extrême solitude marquée du gardien de phare, l'incontournable solitude du gardien de phare, que beaucoup ont interprété comme une action trop lente du film, par méconnaissance de la réalité de cet univers maritime. Ce qui les a, je pense, personnellement, empêchés d'apprécier cette réalisation cinématographique à sa juste valeur. Puisqu'il faut d'abord mettre ça, placer cette évidence en premier lieu, quoi. Le silence, le gardien de phare, le tic-tac de la pendule. Oui, parce qu'on sait bien que le silence, petite parenthèse, un univers. Rapide, on sait bien que le silence peut effectivement nous apporter, on le sait très bien, si vous faites l'expérience chez vous, ou même dans un bois, une forêt, peu importe, encore qu'une forêt c'est quand même habité par des animaux, mais un endroit très silencieux peut effectivement nous faire perdre un peu la boule, et pourquoi pas avoir certaines hallucinations, et pourquoi pas peut-être ouvrir un canal à ce moment-là, puisqu'on coupe finalement on coupe nos 5 sens, et on se connecte peut-être à une autre réalité. Enfin voilà, petite parenthèse fermée. Parfait. Absolument, voilà. Absolument. Si c'est un lieu hautement tellurique, comme il y en a encore beaucoup sur Terre dans la région, en Argoat, ceci peut expliquer cela, quoi. Voilà. Bien sûr. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas, on ressent des choses, voilà. Mm-hmm. C'est à chacun d'étudier, d'approcher le phénomène. Puis il faut expérimenter, rien à faire. Il faut être sur le terrain aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Absolument, oui, tout à fait. Donc excuse-moi, Patrick. Non, mais je t'en prie, Alexis, n'hésite pas à m'interrompre, au contraire. Et donc je parlais donc du témoignage, donc il y a quand même des témoignages tout à fait crédibles, donc ça appuie encore davantage la crédibilité de cette histoire de Vildis, de la légende et de tout ce qui va avec, quoi.
Mais bon, le but c'était tout ça, hein, pour revenir donc par rapport à ces lieux, hein, d'expliquer, de tenter d'expliquer, et puis surtout de mettre en exergue, hein, le voile qu'il y a entre le légendaire, le monde des vivants, et celui des morts, hein, dont la frontière est parfois bien étroite. Surtout dans des points comme celui-là. Hein. Chez nous en Bretagne, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus dans les monts d'arrêt, le Lyonnaise, la porte de l'enfer, et ici, là, c'est la porte de l'enfer, mais sur la mer. Voilà. Dans la légende, bien sûr, restons toujours. Hein. Donc maintenant que nous avons largement semé le décor, hein, fantasmagorique, hein, sur lequel se situait très justement cet îlot de Thévenec, nous allons pouvoir aborder en détail l'histoire de cette maison phare. Enfin, Alexis, nous y arrivons. Qui passe donc pour être l'endroit, l'un des endroits, hein, les plus hantés au monde. Voilà. Alors, comme on peut le voir sur la photo 29, hein, donc le phare en question, le phare de Thévenec. Bien avant la construction de la maison phare sur le rocher de Thévenec, hein, l'îlot avait la réputation d'abriter au sec, si on peut dire, hein, les âmes des noyés et des disparus en mer. Voilà. Elles hurlaient là dans un silence glaçant, couvert par le fracas des flots déchaînés. Le rocher avait ainsi acquis, hein, donc, une réputation de lieu hanté, forcément. Et plus particulièrement encore, suite à la mort d'un pauvre rescapé d'un naufrage, hein, qui avait appelé en vain au secours des jours durant, voyant des bateaux passer non loin de lui, mais qui ne l'apercevait pas, qui ne le voyait pas, qui ne venait pas le secourir. Une fin de vie des plus atroces, mort de faim si près du continent. Si seulement ces flots et leurs maudits courants n'avaient pas été ceux du diable, hein, si puissants, hein, il aurait pu nager jusqu'à la côte, hein, mais ce n'était pas le cas, quoi. Hélas. Il devait mourir sur ce caillou où son âme ne serait jamais en paix, forcément. Hein. Eh ben oui. Si le phare d'Armen, hein, est commencé à être élevé, hein, Armen c'est un grand phare, hein, de la région aussi, important, très important de la passe, avait commencé à être élevé dans la chaussée du Ratsin, hein, à partir de 1867. Il manquait la dangereuse passe du Raz un second phare pour guider les navires au cœur de ces eaux tumultueuses, hein, souvent secouées par des redoutables tempêtes. Hein, ouais. En plus des courants, en plus de des rochers saillants, des hauts fonds, c'est un endroit des tempêtes. Donc voilà, c'est la pointe. Hein, donc il y a 6000 km de mer jusqu'aux Amériques. C'est pas rien. Donc il fut donc décidé de construire une maison phare, hein, sur l'îlot de Thévenec. Hein, donc la construction devait se faire à ce point précis pour pallier à ce déficit d'orientation, donc des lumières sur la mer, hein, qui guidaient les bateaux. Et donc l'îlot de Thévenec qui faisait face à la pointe du vent, donc à Chapelle Sainté, la pointe du vent dont nous avons parlé, qui ramenait les corps sur la plage, quoi, les corps des noyés, quoi. Voilà, bon, suivant la légende. Hein. Et donc qui était à proximité de la Chapelle Sainté, comme on peut voir sur l'illustration 30. Hein. Et voilà, et qui surplombait les falaises de ce lieu, hein, où relâchaient jadis les équipages de l'effroyable pirates et brigands, hein, Guy Hédère de Beaumanoir de la Haye, hein, dit la Fontenelle, qui ravagea toute la Bretagne, toute la région surtout, hein, qui avait, durant les guerres de la Ligue, hein, qui avait établi son repère sur l'île Tristan, en baie de Douarnenez, donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de Caris, de l'acropole. Voilà. Donc c'est un lieu quand même qui n'attire pas spécialement voilà le bien-être et le calme, voilà, la chaise longue, les doigts de pied en éventail, c'est peut-être pas tellement l'endroit recommandé pour cela. Donc la construction du nouveau phare Thévenec était envisagée depuis 1860, débuta seulement en 69. Hein. Et dura 5... Encore cette fameuse date du 69. Ouais, 1869, ouais. Et dura 5 longues années. Rien que ça. Ouais. Selon certaines sources, un ouvrier perdit la vie au cours de l'édification du phare. Ça, c'est ce qui est rapporté, ce qui arrive assez fréquemment. Hein. Bon, après, est-ce une source fondée ou pas? Bon, c'est une source. Hein. C'est plus qu'une rumeur, mais c'est une source.
Le 15 mars 1875, Thévenec entra en service quand même, enfin. Voilà, il projeta ses lumières sur la mer. On pouvait aisément le classer, malgré ses habitations supplémentaires, comme un phare de haute mer, parce qu'il est sur un rocher, il est sur un îlot, ce que les gardiens nommaient alors, comme je l'ai dit, un enfer, à contrario du phare de terre qui a été nommé dans le langage courant des gardiens comme un paradis, quoi. Voilà. Et puis il y avait encore le phare, donc le phare sur île qui était entre les deux. Mais ici, l'île était tellement petite, c'est pas une île, c'est un rocher. Donc c'est plutôt à classer comme un phare de haute mer, donc un phare exposé, dangereux, et dont la vie était pas simple, quoi. La vie à bord, on peut dire, c'est comme une nef, était pénible, difficile à supporter. Donc il s'agissait là d'un terme tout à fait approprié au lieu, donc une sorte d'enfer, comme je l'ai dit. Car durant toute la construction, les ouvriers entendaient des sinistres voix d'outre-tombe qui leur disaient en breton « Kerskuit, Kerskuit, Anamaflag ». Autrement dit, ces voix leur disaient que l'îlot leur appartenait, qu'elles étaient ici chez elles, et les invitaient donc les ouvriers à s'en aller purement et simplement. Voilà, ça nous ramène un peu au phare de Gruit Isaac Kay avec cette voix là, ces voix de nuit. Voilà, c'est curieux qu'un temps de kilomètres les choses se répètent à des périodes différentes de l'histoire. C'est toujours un peu les mêmes fonds, toujours un peu les mêmes processus quand il s'agit des âmes tourmentées. Alors malgré ces sinistres désagréments, le travail fut mené à bien quand même, et le premier feu fixe, donc blanc et rouge, scintilla dans la nuit, donc dès l'année 1875. Donc les phares fonctionnaient sur la rade, sur la grande passe, et donc guidaient les navires pour éviter les récifs. Dont on a vu la dangerosité avec les courants et les conditions météorologiques parfois épouvantables. Et bien que située à 14 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le phare de Thévenec, la maison phare était souvent balayée par les flots des montées, comme on peut le voir sur la photo 32. Voilà. Donc, c'est une région, comme je dis, exposée. Dire qu'il n'y ait pas eu de tempête, c'est la pure utopie. En 87, lors d'un ouragan qui dévasta la Bretagne, jusqu'aux régions de Rennes, qui coucha les arbres sur des centaines de kilomètres, des vents atteignant 220 à 230, 240 km/h furent enregistrés en ce lieu à la pointe du Raz. Il s'agissait de la plus puissante tempête qui est connue à ce jour le sol de France. Bien plus puissante que la tempête de 99 qui a frappé une bien plus grande superficie, c'est sûr. Mais le phare est resté debout, lui. Et le phare est resté debout, quand même. Mais à cette époque-là, comme je dis, fort heureusement, il n'était plus habité. Heureusement, oui. Dans ce cas-là, la mer en furie, devait transformer l'îlot en véritable enfer et passer par-dessus, etc. Une chance qu'on ne peut que se réjouir que le phare n'était plus habité, parce qu'il avait été automatisé à cette époque, en 87. Mais revenons donc à l'année 1875, un temps plus ancien. Il y a son premier habitant. Son premier gardien est se prénommait Henri Guézenec. Comme les bâtisseurs du phare, il sera constamment confronté aux voix d'outre-tombe qui lui disaient, à partir de leur île, va-t'en, 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 va-t'en. Il tiendra quand même, il deviendra tourmenté forcément comme tout gardien dans cette situation, mais il tiendra quand même 5 longues années à gérer le phare tout seul avant de devenir complètement fou. Oui, forcément. Pourtant, dès le mois de juillet 1876, l'administration des ponts et chaussées, qui gérait les phares à l'époque, avait pris conscience de la nécessité d'affecter un second gardien de relève à Thévenec. C'était un minimum, le binôme était obligatoire. Le ravitaillement par bateau avait en principe lieu tous les 15 jours, lorsque l'état de la mer le permettait. Quand on voit sur la photo qui représente le phare, la maison phare et son îlot, les difficultés d'approche, voilà, il y a quelques marches, il y a un sentier, mais en cas de haute mer, c'est quasiment impossible d'aborder l'îlot. Il arrivera bien souvent que le délai se prolonge, le délai de ravitaillement, bien sûr, se prolonge au-delà de là, lorsque le mauvais temps perdurait, Ouais. Mais il faut dire que la réputation du phare maudit était telle sur tout le Cap Sizun que les candidats au poste de gardien se bousculèrent pas. Non. Ben non.
Ceux qui osèrent répondre favorablement à cette offre d'emploi, hein, ils tardèrent pas à donner leur démission, leur mutation, quoi, hein, et en extrême urgence encore. Hein. Ça devenait vraiment malsain. Enfin, c'est ce qui est rapporté après. Il y a des polémiques, on va y venir un peu plus loin. Donc l'administration trouva finalement un téméraire gardien à la personne du sieur Alain Menou, qui était un pur cartésien, hein, croit en rien, comme saint Thomas, croit que ce qu'il voit. Et ne croyait pas une seconde à toutes ces légendes, quoi, de fantômes, d'âmes perdues, etc. En ces ridicules fariboles, quoi. Malgré sa rigueur mentale, il tiendra seulement une année de plus que le précédent gardien, avant de sombrer lui aussi dans la folie. Voilà. Alors maintenant, nous sommes en 1885. Le temps passe. Le troisième gardien de la vieille a un nouveau phare qui avait été construit entre-temps, hein, pour parvenir à garantir toute la passe, hein, pour élargir les feux d'action, quoi, devant la pointe du Roi, apporter aussi son aide au phare de Thévenec, hein, en alternance, afin de soulager le gardien en poste, quoi. Mais cela n'apporte aucune solution. Non. Aucune solution positive aux problèmes rencontrés. Le souci était toujours là. Personne et absolument personne ne voulait rester bien longtemps sur cette porte des enfers. Et ceux qui s'accrochaient, à leur poste, hein, donc ceux qui s'approchaient du problème, on va dire, qui s'accrochaient à leur poste, en perdaient souvent la raison, quoi. C'est ça. Donc la finalité est dramatique quand même, quoi. Alors, la population côtière, qui avait aussi par-dessus la tête de tous ces drames, hein, demanda au curé de Plogoff d'aller bénir le rocher de Thévenec. L'abbé accepta et fit son office. Mais les diableries du rocher ne cessèrent pas pour autant, quoi. Visiblement, le diacre du phare des Bahamas avait eu plus de réussite pour le fantôme de la Grey Lady qu'ici, quoi. Ouais. Le curé Plogoff les âmes n'avaient pas compris le message. Mais elles étaient chez elle, puisqu'elle disait, elle invitait les intrus à partir. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. La vie des gardiens de phare n'était pas ordinairement de tout repos ni des plus agréables, mais à Thévenec, cela dépassait l'entendement, quoi. Un gardien auxiliaire décéda même dans des conditions assez mystérieuses, tandis qu'un autre perdit la vie en trébuchant et en s'empalant sur la lame de son couteau ouvert, l'âme en l'air, quoi. Je sais pas comment. Oui, rien que ça, quoi. Ah ben c'est la série noire, quoi. Là, c'est plus noir que noir. C'est une malédiction, carrément, à ce stade-là. Hein. Ah ben oui. Complètement. Ouais. Oui. C'est terrible, quoi. Oui. On en rigole, mais pas, parce que c'est triste, c'est dramatique, parce que la plupart sont sans cesse tourmentés par les cris lugubres de ces âmes damnées, hein, des naufragés, devenaient complètement fous et devaient être ramenés sur le continent. Tandis que d'autres mouraient subitement, sans trop d'explication. Un gardien, il tombe même raide mort dans les bras de son épouse, qui dut, pour conserver son corps, imaginez un peu la situation, le mettre dans le saloir, en attendant l'arrivée du bateau pour la relève par mer calme. Petit. Ouais. Là, on est dans le gore le plus complet. Ouais. Terrible. Mais un bébé va aussi au monde dans le phare, hein, sans trop de surprise, ne survécut pas dans cet enfer. Alors, si on peut être surpris, qu'est-ce que vient faire un bébé dans cette situation, quoi. Alors, sa naissance peut nous surprendre, bien sûr, mais il faut savoir que devant cette masse de problèmes rencontrés par la gestion de ce phare en mer, hein, par les ponts et chaussées à l'époque, hein, c'était pas la société des phares et balises, hein, à l'époque. L'administration a décidé d'envoyer quoi, dès le mois de décembre 1897, un gardien accompagné de son épouse, qui servit aussi d'auxiliaire. Elle était rémunérée 50 francs par mois, hein, une fortune. Le premier couple désigné fut celui des millénaires. Ils resteront 3 années durant au supplice. Puis ce fut le tour des Kémérés, qui bénéficieront de quelques agréments, hein, pour améliorer l'ordinaire de leur séjour sur le rocher. Ils possédaient par exemple dans un petit bâtiment adjacent des poules, une vache et même un cochon. Tu vois. C'était une petite ferme, toute petite, quoi. Ils étaient normalement ravitaillés tous les 15 jours, normalement, quand le temps le permettait. Ouais, une vache en mer, c'est pas trop courant, mais les poules et les cochons non plus. Donc, Madame Kéméré donna donc même naissance à 3 enfants durant 5 années qu'elle avait passées avec son époux sur le rocher.
Elle ne garda pas que des mauvais souvenirs de ce lieu. La vie était rude, mais les fantômes de Zevenek semblaient curieusement assez bien les tolérer. Pourquoi? Mystère. Ce sont eux qui résistèrent le mieux et aussi longtemps à la rudesse de l'épreuve. Les Kémérés semblaient avoir charmé les revenants du rocher, mais la trêve ne se perpétua pas bien longtemps. Non. Dès l'arrivée de leurs successeurs, le même problème se renouvela, quoi. Les gardiens étaient confrontés à la répétitive souffrance de ces infinis tourments, se plaignant et démissionnant en masse. Puis vient un autre couple, alors encore, les Ropars, accompagnés de leurs 2 enfants aussi, mais ils ne résistèrent pas longtemps non plus, beaucoup, et demandèrent la mutation dans l'urgence aussi. Même finalité, toujours le même cheminement, toujours le même échec. L'administration dans qui gérait les phares, la personne n'avait pas bien évidemment jamais voulu prendre en compte ces diableries et l'histoire de revenants digne d'un autre âge. Ça paraît logique, quoi. Celui des superstitions, voilà, des histoires locales, quoi, de contes, des contes de feu de cheminée, quoi, des contes d'éveillés, quoi. Mais se retrouver face à un perpétuel échec et à un réel problème, quoi, malgré ça. Peut-être elle aurait été bien avisée de prendre en compte la méthode employée par les Kémérés, quoi. De chercher à savoir quelle était leur recette pour avoir résisté si longtemps sur ce caillou maudit, quoi. Mais au lieu de cela, elle finit par baisser les bras. Il n'y avait plus de solution. Donc elle automatiser le phare à partir de 1910, au moyen d'un feu permanent qu'il fallait à nouveau alimenter après 6 mois seulement. Le phare ne fut plus habité à partir de cette date et les âmes perdues connurent enfin la paix. Une tranquillité tout de même tranquillité qui avait tout de même coûté la vie quand même, près d'une dizaine de personnes et causé combien d'accidents et de folies, quoi. Ah oui, tu peux le voir sur les photos, il est agrémenté de petites choses, il y a des petits compléments, je crois qu'il y a les panneaux solaires, il y a des petites choses en plus que par rapport aux photos que j'ai montrées, qui sont plus anciennes. Ouais, voilà. Et bon, après, voilà, il existe toujours. On va justement, je vais en parler un peu plus loin. Donc donc le problème du phare n'a jamais été résolu, quoi. Ce mystère n'a jamais été expliqué. Mais pourtant, au cours des années 80, des plongeurs, donc des gens déjà bien expérimentés, parce que les lieux sont pas très très accueillants, ont découvert que sous le rocher, il y avait un boyau sous-marin qui pouvait élucider par la poussée des eaux si violentes, quand elles sont si violentes dans ces lieux, que l'air chassé à travers les failles de la roche, par la pression continue des vagues, provoquait des sifflements aigus, pouvant faire penser à ces cris et à ces chuchotements, quoi. Les fameux kerkut, qui semblaient aux gardiens venir de l'au-delà, quoi. La profondeur, par contre, de cette grotte sous-marine n'a pas été explorée, donc c'est toujours inconnu. Ce phénomène, par ce principe, n'est pas, personnellement, sans me rappeler, aussi sans évoquer celui d'un autre lieu, bien sur Terre cette fois, mais dans le sud de la France, qui amène des bruits aussi par un boyau souterrain aussi qui passe sous une maison et qui a justement la réputation d'être terriblement hantée. La maison est abandonnée d'ailleurs à cause de ça. Oui. Ouais, c'est un peu on est un peu dans la même mécanique, on va dire, le même schéma évolutif. Bon, après, il y a pas d'éléments liquides, mais il y a des bruits, il y a certains bruits assez souterrains, donc ils peuvent évoquer peut-être des raisonnements dans la maison, enfin, qui sait. Donc ça pourrait peut-être expliquer effectivement, comme le pensent certaines personnes, donc cette histoire de bruit permanent, de sifflement et de tout ce qui va avec, quoi. Voilà, c'est un raisonnement beaucoup plus cartésien, beaucoup plus cartésien. Et donc, oui, ce phare a été bien étudié. Plus proche de nous, il y a un historien, un photographe, Jean-Christophe Fichou, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un sur le phare de la maison phare Thévenec. Donc sur les maisons phares en général, donc même sur celui de Thévenec, question. Il laisse entendre dans ses études que les faits avérés, arrivés sur l'île, donc les faits avérés, ne seraient peut-être pas aussi importants qu'on nous le dit et qui ont pu être largement exagérés.
et peut-être même parfois imaginaire. Enfin bon, après il y a quand même, il doit quand même avoir les documents des ponts et chaussées sur les enrôlements, etc., qui suivent, qui prouvent qu'il y a des démissions en masse. Voilà, tout ça c'est un niveau qui est indiscutable quand même. Mais selon lui, la responsabilité majeure vient de l'administration des ponts et chaussées qui n'a pas pris les justes températures, quoi, qui s'occupe de la gestion des phares et du phare, parce leur responsabilité était clairement engagée dès le départ, ils n'avaient pas su appréhender l'exacte situation du lieu en le classant ce phare en 4e catégorie, c'est-à-dire comme ceux qui se trouvaient à terre, sur la terre ferme, sur de beaux îlots, quoi. Alors que Tévenec, de fait de son exposition aux éléments, de fait de sa situation géologique, même aussi, et face à l'élément liquide, relevait plus largement de la dangerosité, d'une vie épouvantable d'un phare édifié en haute mer, quoi. Il était dès lors évident qu'un seul gardien en cette situation ne pouvait pas suffire à le gérer, quoi. Pour lui, c'est une évidence, quoi. Donc, bon, après, il affiche son point de vue qui découle du raisonnement, un raisonnement tout à fait cartésien, celui d'un professeur, quoi. Et évidemment pas expliqué par sa simple déduction tous les décès, les accidents survenus à Tévenec, vivant son exploitation par l'humain, le tigre qui tombe sur son couteau ouvert, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses quand même. C'est un peu la poisse quand même, quoi. C'est un peu la poisse. Bah, c'est ce que je dis. Ce n'est plus du hasard quand survient autant de faits négatifs comme ça. Non, c'est plus possible. Là, on peut plus mettre cette thèse-là. Alors effectivement, endroit maudit, endroit tellurique, peut-être géobiologique et tellurique qui fait que... Cette porte, une porte sur un passage. Une porte, voilà, une porte vers quelque chose d'autre. Oui. Dans l'esprit, je pense que c'est l'équivalent, comme je te dis, à terre, c'est le Yonélès dans les monts d'Arrée, la porte des enfers. On pourrait parler par rapport à Saint-Michel, qui a créé le mont Saint-Michel de Brasparts pour arrêter la puissance maléfique du malin, de l'armée du malin. Et ici, c'est son équivalent, mais maritime, quoi. Voilà. Et oui, enfin bon. Ouais. Ceci dit, donc aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont pour but de préserver ce phare. Tu parlais à l'instant de la situation dans le présent. Alors justement, on y vient parce qu'en 2016, Marc Pointu, qui est le président de la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises, il a décidé de s'installer durant 2 mois au sein de ce phare de Vénèque. Voilà, doté de provisions et de tout le matériel adéquat et nécessaire. C'était la première fois que l'îlot était aussi longtemps occupé depuis son abandon par l'autorisation de ce système depuis 1910, quoi. Voilà, et j'avais lu effectivement un article là-dessus. C'est courageux, quoi. C'est très courageux. Il allait prendre justement un ordinateur disons, avec Internet pour pouvoir mettre au courant en temps réel des choses éventuellement qu'il aurait observé. Et finalement, j'invite là de toute façon les auditeurs à aller voir, pourquoi pas de toute façon cet article ou ce reportage, je ne sais pas s'il y en existe. Oui, il y a des vidéos, il y a différentes vidéos à donner. Il y a une autre vidéo dont je vais parler un peu plus loin, qui est aussi intéressante. Son leitmotiv, c'était avant tout d'alarmer l'opinion publique sur l'état de délabrement avancé de ce patrimoine maritime, de phare en général, mais bon, celui-ci en particulier, puisqu'il est un peu normal. Donc le but, c'était de collecter des fonds pour restaurer l'ensemble de l'édifice et éventuellement d'en faire par la suite une maison d'artistes. Donc c'était une très belle intention, voilà. Donc justement, j'y viens tout de suite à ce que tu disais. Donc il fut rejoint donc une nuit par Mamie Twink de YouTube, que forcément beaucoup d'entre vous connaissent, donc qui fait un tas d'émissions sur les lieux qui font des frissons dans le dos, on va le dire. Donc il est passé une nuit là-bas dans le phare. C'était une nuit dans le phare c'était une nuit dans un phare maudit, quoi. Donc celui de Tévenec. Voilà, et il a pu passer une nuit à se faire peur dans divers endroits hantés de la planète. Et j'ai joint le lien YouTube si tu veux concernant cette émission. Si les auditrices et les auditeurs veulent aller voir, c'est plaisant. Il a passé sa nuit donc au phare Tévenec avec son caméraman et voilà. Et apparemment, donc tout ça, s'est relativement bien passé. Ils ont bien dormi, donc il n'y a pas eu de voix. En même temps, ils sont restés qu'une nuit. C'est ce que je dis toujours. Le problème, c'est que tu n'appuies pas sur un bouton et il n'y a pas des. Voilà, non, exactement. Voilà. Ouais. Bon, Marc Pointu est resté plus longtemps. Et selon lui, apparemment, malgré l'état d'extrême vétusté des lieux, c'est les cris des persans.
Bon, personne des goélands surtout qui dérangent, mais autrement la nuit fait assez calme aussi et dans l'ensemble il n'y a pas de problème. Il dit que peut-être que justement les cris des goélands peuvent dans certains cas, quand il vient à une certaine saison, quand ils viennent se reproduire sur le rocher, pondre et ça, peuvent faire passer pour des cris humains quand ils se bagarrent, quand ils se chamaillent, quand ils se. Oui. Bon, l'explication est sympathique, mais ça, de nouveau, ça réduit encore une fois un témoignage de personnes quand même qui sont marins avant tout, hein, quand même. Un gardien de phare, c'est quand même des personnes marins, enfin des marins quoi, et ils connaissent quand même leur métier, ils savent quand même, je crois, à mon avis, reconnaître un goéland. Lui est marin aussi, donc c'est son monde quand même, quoi. C'est pas, il vient pas d'un bureau, quoi. Mais oui, comme tu dis, mais puis en plus ça n'explique pas tous les faits, quoi. Ça, encore une fois, ça ne couvre pas tous les exemples qui sont donnés dans cette dramatique histoire, quoi. Ça peut expliquer certaines choses éventuellement, oui, mais pas. Voilà. Donc il a dit que ce qu'il a surtout oui, c'est pas par ici, c'est forcément plus connu et je pense qu'en Floride aussi, Louis Kay, c'est connu aussi forcément. Mais bon, après c'est plus sur un plan général, beaucoup moins quoi. Lui, ce qui est le désagrément qu'il a surtout noté, c'est le bruit des vagues quoi, qui tapait, comme c'est une maison, il y a un toit qui tapait en passant parfois par-dessus la maison de phare, quoi, tu veux, ça tapait sur la toiture, hein, et donc les cris des goélands, comme je l'ai dit, hein, qui à la belle saison, hein, qui venaient poser en grand nombre sur le rocher et se disputaient les places, et se chamaillant pour pondre, hein. C'est ça qui pouvait donner l'impression, peut-être élargir l'imagination, entendre des paroles humaines. Hein. Mais bon, pas d'âme perdue. Enfin, en tout cas, il n'a rien évoqué à ce niveau-là, pas de porte des enfers. Voilà. Alors c'est vrai qu'en final, on se demandera si après cette affaire d'abandon du phare en 1910, hein, est-ce que la porte des enfers située entre Saint et Vénèque elle avait fini par s'ouvrir une dernière fois et engloutir toutes les âmes d'un seul trait, hein, pour l'éternité. D'où le grand silence qui s'en est suivi et le calme qui est revenu. Voilà. Ça pourrait être une possibilité, en effet. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a plusieurs phares dans le monde. On les a pas cités parce que sinon cette émission durerait 4 heures. Mais en Australie, quand même, notamment aussi. En Écosse, je crois que tu l'as cité. Tout à fait. Voilà, il y en a partout, en fait. Beaucoup, j'ai évoqué le phare de Floride, là, qui est dramatique. Donc, encore une fois, c'est quand même étonnant que un phare, qui somme toute, de forme phallique quelque part, servirait un peu d'antenne avec un autre monde, avec d'autres énergies. C'est à se demander si les phares ne sont pas effectivement aussi construits et conçus comme, je sais pas, comme point d'acupuncture par rapport à la Terre. Oui, c'est vrai, il serait intéressant de pouvoir faire retracer, ou retracer sur une carte. Ou l'inverse, ne sont-ils pas construits sur des lieux qui sont déjà propices, telluriques, exactement. Est-ce que ces lieux n'invitent pas, non pas au voyage, mais à la construction, quoi. Oui, c'est ça. Qui sont situés dans des lieux particuliers qui correspondraient assez bien au choix des géomètres, tout ça. Parce qu'à ce moment-là, des phares, il en faudrait un peu partout, quelque part. Hein. Il en faudrait tout le long d'une côte. Mais... Oui, mais les lieux sont choisis, généralement, quand même. Voilà, parce qu'ils sont il faut penser à l'époque aussi aux performances des lumières, des phares, qui sont encore relativement limitées à une certaine époque. Donc, il faut penser à la portée. Donc, il faut que dans ces cas-là, ça couvre bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs phares dans le Raz-Saint, parce que certains ne couvraient pas totalement. Il fallait couvrir la passe. Donc, il faut que pour que la fonction soit établie, il faut que les faisceaux se croisent finalement sur la mer. Hein, donc les distances, finalement, si on prend un compas, à partir d'un point, on en trouve un autre, quoi. Voilà, selon la performance technologique du faisceau, quoi. Voilà. Et c'est un peu, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi d'emplacement, bien sûr, magnétique forcément, mais tellurique très probablement, mais mathématique tout simplement aussi, au-dessus de ça. Et peut-être, comme tu dis, après, oui aussi, pourquoi pas, une sorte d'antenne relais avec un autre monde, quoi, un monde invisible. C'est voilà, ce qu'on va définir par ce qu'on ne connaît pas encore de notre univers. Mais c'est en tout cas un sujet à creuser, à continuer à explorer, à alimenter. Je trouve et aussi à
partager finalement autour de soi, parce que c'est, si on parle de paranormal, on va dire, dans une soirée ou avec des amis, c'est vrai que c'est vraiment un sujet important, et je te remercie, Patrick, de nous l'avoir proposé, parce que voilà, on a parlé de pas mal de choses encore sur cette chaîne depuis 5 ans, mais là les phares, voilà, c'est vraiment quelque chose qui était un point que je voulais explorer, et donc grâce à toi, merci encore une fois. Ce n'est que 2 exemples, hein, ici. Oui, mais c'est des exemples quand même détaillés et fort documentés, comme d'habitude. J'ai essayé de couvrir à peu près, comme je vous dis tous, et Alexis, bien sûr, c'est que j'ai voulu situer bien dans le cas du phare de Tevennec, parce que c'est ma région, j'ai voulu situer bien bien sûr. Puis, le contexte qui est quand même très fantastique. Et puis quelle histoire, qui est habité, quoi. Et au-delà va l'histoire après humaine. Il y a quand même des individus de chair et d'os. On sort de la légende là, pour venir dans la vie difficile des gardiens de phare. Tout de même 23 gardiens sur 30 ans, visiblement, hein, ce fameux phare de Tevennec, c'est pas rien, quoi. Beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'aucune théorie ne peut expliquer en masse. On peut nier en bloc tout ce domaine surnaturel, mais malheureusement, tout en étant cartésien et logique, on peut pas arriver à une explication. Hein. Mais il est certain qu'il y a eu sûrement un déclenchement par rapport au fait qu'un intrus, un être humain justement, et en l'occurrence les gardiens ont été foulés les sols de ce phare, en tout cas de cette roche, on va dire, avant tout, avant que ce ne soit un phare finalement, et je pense que ça a son importance aussi. C'est peut-être pour ça que maintenant, actuellement, comme tu dis, il n'y a plus de phénomène, parce que finalement plus personne n'y habite, en tout cas c'est ça, tous les jours, et je pense qu'il y a de cause à effet quelque chose à creuser là-dessus aussi. Il y a les deux mois courageux de Marc Mathieu sur oui. Moi je crois que si on me le proposait, je dirais pas non. Ouais, mais c'est le lieu à... Bon, après il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de parties qui sont un peu démolies à l'extérieur, ça par rapport à l'époque où il était habité. Mais mais bon, après c'est bien endommagé, comme il nous dit. Et finalement la vidéo d'ailleurs. Hein. La restauration n'a pas eu lieu alors. Non. Bon, et puis maintenant, avec ce qui s'est passé, je pense que tout ça a pris beaucoup de retard. Hein, donc il y a d'autres priorités. Mais bon, ce qu'il faut retenir avant tout, quand même, c'est que la mer, telle qu'elle soit, ne sera jamais notre amie, quoi. Hein. Même si on peut aller virevolter sur elle, s'amuser, en faire un espace de jeu, elle n'est pas l'amie du travailleur de la mer. Hein, c'est même notre maîtresse, hein, on doit la respecter. On doit se dire aussi que voilà, la nature de toute façon est beaucoup plus forte que l'homme, ça on le sait très très bien. Voilà. En tout cas, de tout ce qui en découle. Grand merci à toi. Exactement. Et puis bon, comme tu vois, comme les mystères de Tevennec, donc, et du phare de Gruity. Oui. Okay, c'est les mystères de la mer, sont sans doute jamais élucidés, quoi. Merci de les avoir en tout cas remis à la surface, c'est le cas de le dire. Et, merci à toi, Alexis. En tout cas, Patrick, je te souhaite de toute façon une très belle fin d'année. De toute façon, on s'entendra et on s'écoutera. Oui, j'étais très heureux de faire cette émission. C'est toujours un grand plaisir, Alexis. Moi, partager exactement. Et les auditeurs, je les invite effectivement à partager justement cette émission si vous voulez un peu faire découvrir ce sujet des fameux phares maudits. Voilà, et à se documenter un peu plus s'ils en ont réellement exactement envie. Il y a de quoi faire sur Internet. Oui. Moi, je vais dire au revoir aux auditeurs. Mes chers auditeurs, donc à tout bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker si ça vous a plu. Faites ce que vous voulez comme d'habitude. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, salut!